Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 356 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Jimmy Butler. Jimmy Butler qui potentiellement peut être échangé très prochainement. On va parler de technicalité de transfert, de comment tout ça peut se mettre en place concrètement. Et puis surtout, vous présenter ma destination secrète préférée pour Jimmy Butler cet hiver. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles, bienvenue dans Basket Lab. Le trade de Jimmy Butler. Alors non, il n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur un format un peu tout seul comme ça. Un vrai podcast hors hebdo. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? En effet, j'espère que, première chose, j'espère que ce podcast ne sera pas totalement périmé le 23 janvier à 5h du matin quand il sera publié, sachant que j'enregistre le 22. Donc on croise les doigts que ça se fasse pas dans la nuit. Mais bref, espérons. Non, aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur le cas de Butler. Alors, pas forcément sur le trade en lui-même, puisque pour l'instant, chez moi, dans ma timeline, il n'a pas eu lieu, évidemment. Donc on fera un peu un bilan de selon où est-ce qu'il est tradé. On fera une analyse en temps et en heure lorsque ce sera le cas, évidemment. Mais non, aujourd'hui, je voulais pas faire ça. Je voulais plutôt... Alors, d'une part, on a eu quelques infos aujourd'hui qui ont été assez significatives. Je voulais d'abord et surtout essayer d'expliquer ceci, dans le cas de Phoenix, évidemment. Et puis, revenir aussi sur ce qu'on peut appeler les trois scénarios. Voilà, les trois scénarios de Jimmy Butler. Le scénario qu'on peut appeler réaliste, le scénario qu'on peut appeler rêvé, pour moi. C'est mon avis de mon côté, en tout cas, ma subjectivité. Et surtout, encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas eu de trade dans la nuit qui va venir un peu gâcher tout ça, mais ce que moi j'appellerais le scénario secret. Et le scénario même qu'on pourrait appeler secrètement une très très bonne idée. Donc, le cas Butler, où en est-on au 22 janvier 2025 ? On va pas refaire toute l'histoire, mais vous savez que Butler veut s'en aller de Miami. Ça, on en a parlé assez régulièrement. Vous avez vu dans l'actu, il a réitéré pas mal de fois sa volonté, ses velléités de quitter le Heat. Pourquoi ? Parce que les négociations contractuelles ont échoué. Donc, on a d'un côté Butler qui, à son âge, 35 ans, voulait un gros contrat et long terme, sauf qu'en face, le Heat a dit « non, tu joues quand même pas assez ». En plus, peut-être, sans doute, il y a un aspect aussi de « t'es un peu vieux », donc peut-être on est aussi réticent de ce côté-là, côté Miami Heat. Donc, voilà, négociations contractuelles qui se sont terminées. On a bien compris, on avait un peu d'espoir cet été, mais là, c'est fini. La particularité aussi du contrat de Butler, vous le savez peut-être aussi, mais je le rappelle, c'est le plus important, c'est que on est quasiment sur une free agency, en fait. Puisqu'il est sur un énorme contrat, alors je sais pas si c'est max, super max ou quoi à l'époque, on est sur entre 48 millions je crois, 48,50 dans cette 48,7 je crois de tête, pardon j'ai pas noté, mais bref on est sur un énorme contrat, mais surtout qui a une player option l'été prochain. Ce qui veut donc dire, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme-là, ça veut dire que c'est une option, il existe les teams ou les player options, et donc team option, c'est l'équipe qui choisit si elle garde le joueur ou pas. Par exemple, l'an dernier, Chris Paul, les Warriors ont essayé de voir s'il y avait un trade, ils n'ont pas trouvé, donc ils ont dit bon, on prend pas l'option, on le laisse partir, ok. Et donc il y a aussi des player options, où évidemment c'est le joueur qui est sous contrôle. Et c'est vrai que ça, vous le savez aussi sans doute, on en a déjà parlé dans l'hebdo, mais il y a un peu ce truc de, c'est un peu lui qui va décider de sa free agency. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il met ça un peu, ça lui donne en tout cas du leverage, pardon pour le shakespearisme, restons sur Molière, ça lui donne beaucoup de pouvoir en fait, en termes de négociation. Alors, pas du pouvoir direct, parce qu'il ne peut pas concrètement dire à une équipe, il ne peut pas concrètement refuser d'être échangé dans tel ou tel endroit, pas directement, mais un peu un pouvoir indirect, dans le sens où il fait passer des messages depuis un mois de là, ici et ici, ne faites pas un trade pour moi parce que vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas le pouvoir d'empêcher ça, mais si vous le faites, dans 6 mois, en juillet, je me barre. Voilà, ma player option, je ne la prendrai pas. Donc, c'est tout de même un moyen un peu de dire, de choisir, entre guillemets, sa destination. Donc, il y a un peu ça, et c'est vrai qu'on a vu quelques rumeurs aussi, comme quoi, je sais plus si c'est Bobby Marks de ESPN ou Brian Windhorst, je ne sais plus, mais qui disait oui, alors finalement, la situation commence à se calmer, il se pourrait qu'ils prennent sa player option. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a précisément urgence dans ce dossier, enfin urgence, ça va se jouer maintenant, à mon avis, parce que justement, c'est un peu le seul pouvoir dont dispose Butler.
c'est cette player option et ce pouvoir indirect de pouvoir, ce pouvoir de pouvoir, pardon, cette capacité à, s'il le souhaite, influencer sur les équipes qui vont faire un trade. Alors que si cet été, il prend son option, bah, c'est fini, quoi. Il peut pas choisir, il y a plus ce moyen de pression. Et là, à ce moment-là, je pense que Pat Riley pourra l'envoyer absolument là où il veut. Il se fera plaisir d'ailleurs de le faire, alors que là, actuellement, il a un peu ce pouvoir-là, voilà, de la player option. Donc, je ne pense pas que la situation va se calmer. Je pense que c'est un peu ce qui fait que, comme il est à moitié, on peut en parler comme ça, il est à moitié free agent l'été prochain. Donc, grosso modo, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est un peu l'idée pour Miami et même pour Butler. Le cas des équipes, en revanche, va être plus intéressant. Voilà pour sa situation contractuelle. Et donc, bah, forcément, il y a pas mal de candidats à Butler. Mais, là où cette player option revêt toute son importance, c'est dans le fait que les équipes NBA qui veulent un Jimmy Butler doivent mettre beaucoup de choses sur la table. Alors, en termes d'assets, pas tant que ça, parce que c'est pas un contrat long non plus, donc pour le même joueur donné, un contrat court, littéralement, free agent dans 6 mois, ou un contrat encore de 4 ans, on peut pas réclamer la même somme en retour. Donc, ok, ça fait pas gonfler le prix en termes d'assets, on va dire, mais tout de même, Miami n'est pas obligé de vendre du tout. Ils ont un peu moins de pression, mais ils sont pas obligés. Donc, il faut quand même mettre un peu des assets sur la table, je pense. Il y aura peut-être même des enchères, donc ça peut aussi faire monter le prix, on va dire, s'il y a plusieurs bonnes équipes sur le coup. Mais pourquoi est-ce que je dis que cette player option revêt toute son importance? C'est que c'est pas facile, en fait, de faire un trade pour Butler. Parce que c'est tout de même 48 millions, on l'a dit, 48,7 ou 0,3, je ne sais plus. Mais grosso modo, il y a un peu ce côté où si tu as envie d'aller chercher un Butler, tu peux, et n'importe qui peut le faire, mais il faut sacrément se déplumer. Donc, on ne parle pas de un vulgaire 3&D qui est payé 10 millions l'année ou 15 millions l'année, où n'importe qui peut à peu près bouger 15 millions dans sa propre masse salariale et l'échanger à Miami contre un théorique 3&D qui est payé à peine 10 ou 15 millions. Non, là on parle quand même d'un quelqu'un qui a un très très gros salaire. Donc, en fait, déjà rien que ce paramètre réduit pas mal le nombre d'équipes intéressées, d'autant plus que, deuxième critère, il y a cette fameuse free agency bientôt, cette fin de contrat, il pourrait partir ou alors prolonger dans sa future équipe, mais il y a aussi ce truc que, tu vas pas toi-même te déplumer de 50 millions pour un mec qui peut partir, ou en tout cas un mec qui est bon, mais qu'en plus qui est un peu vieux. Vous avez bien compris que c'est plutôt des équipes compétitives qui vont être intéressées de faire ce trade, a priori. Puisque on n'est pas dans le cas où Miami a besoin de dumper, de laisser, de se séparer de Butler. Non, eux, Miami, ils vont accepter, ils vont même demander un asset contre Butler, des assets contre Butler. Il n'y a aucune obligation, aucune urgence pour Miami. Donc voilà, c'est pas comme le cas de, par exemple, Phoenix qui veulent plus de Nurkic. Ils sont obligés de mettre un truc avec Nurkic pour s'en débarrasser. On va y revenir. Là, dans le cas de Miami, non. Donc forcément que il y a un peu ce truc de il est vieux, il a un gros contrat, il a besoin de bouger beaucoup d'argent pour le faire venir en termes d'équilibre des salaires dans un échange. Donc en fait, tout ça réduit quand même pas mal le nombre d'équipes qui peuvent prétendre au Butler. Et là, vous voyez que rien que par ces critères-là, on a, je pense, écrémé, on va dire, les 3/4 de la NBA, même largement. Donc, c'est aussi là-dessus que ce pouvoir de la player option est intéressant dans le cas de Butler, parce qu'il ne reste plus que quelques équipes, et donc, s'il en reste 5, 6, il peut directement aller dire à telle ou telle équipe, non, je resterai pas, quoi. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Bref, situation contractuelle, ça, vous la connaissez. Bon, passons aux 3 scénarios. Le réaliste, vous avez compris, ce sont les Phoenix Suns, puisque apparemment Butler a un peu sa shortlist de noms. On sait aussi qu'à Phoenix ça ne se passe pas très bien en termes d'alchimie pour l'instant, et même sportivement, hein. Autant il y a eu des blessures en début d'année, mais c'est vrai que le trio, moi j'y crois. Je pense que théoriquement c'est pas si catastrophique que ça, comme beaucoup semblent penser, mais en tout cas dans la pratique pour l'instant ça marche pas trop. Il y a aussi le fait qu'on a un Bradley Beal qui, à mon avis, a un niveau de jeu extrêmement satisfaisant. Le problème, c'est qu'il le fait, il est dans un rôle d'un mec à 20 millions par an, en termes de contrat, mais qui est payé 50. Donc, oui, forcément, en termes de construction d'équipe, c'est compliqué. C'est-à-dire que si tu mets trop d'argent sur ta troisième option, entre guillemets troisième option, j'aime pas trop ces termes-là parce que ça veut rien dire, mais voilà, en termes de construction d'équipe, si tu as trop d'argent sur des options de ce calibre-là, tu as moins d'argent pour le reste, en fait. Donc c'est aussi un problème. Donc on sait que, bref, à Phoenix, ça se bouge un peu.
En plus, vous savez aussi qu'il y a un propriétaire qui s'appelle Matej Bia qui est arrivé, et lui, il est en mode all-in total. Et je pense qu'en un sens, il n'a pas forcément tort. Moi, c'est vrai que le contraste est assez saisissant, pour le coup, entre Matej Bia, par exemple, et ce qui se passe aux Warriors actuellement, où on a un propriétaire qui... allez, il reste quoi 2-3 excellentissimes années de Curry-Draymond, et en fait, il veut pas faire le all-in, quoi. Il veut pas du tout s'investir. Il y a ce côté, non, on veut les doubles timelines, on veut que faire grandir, enfin pardon, on veut continuer à gagner avec nos vieux, mais on veut quand même pas lâcher nos jeunes, quoi. Et forcément, tu ne peux pas servir deux causes pleinement à la fois. Donc, on a un peu ce contre-exemple avec les Warriors actuellement. Et c'est vrai que de l'autre côté, Matej Bia, on a totalement l'inverse, c'est-à-dire un mec qui fait des all-in. Alors, après, est-ce qu'il a fait que des réussites sur ses all-in ? Je ne pense pas. Autant je défends beaucoup Bradley Beal, hein, qui, à mon sens, n'est pas du tout le pire contrat de NBA ou un joueur mauvais. Non, c'est un joueur qui a un gros statut, enfin qui a de très bonnes capacités, mais qui est mis dans un rôle qui ne correspond pas à son salaire. Donc bref, moi je défends beaucoup Bradley Beal. Et en effet, ce coup-là, par exemple, c'était pas du tout le bon all-in. Je pense que, par exemple, hein, un peu le all-in en mode j'arrive, je prends la franchise et puis un mois après je fais l'échange de Kevin Durant, ça pour moi ça se défend beaucoup plus. Donc oui, il n'y a pas que des bons choix. Ok, il n'y a pas que des bons choix, mais en tout cas, on n'est pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je voulais simplement vous décrire cet aspect de finalement on a un Matej Bia qui a pas froid aux yeux. Ça on le sait. Donc ça reste aussi un élément important. Et comme je vous disais, c'est pas si facile de remplacer Evra. Pardon. Non, c'est pas si facile de monter un trade pour Jimmy Butler. Donc forcément, quand on a un candidat comme ça qui se détache un peu du lot en mode non, mais moi je suis prêt à faire ce qu'il faut, ça aide. Ça aide parce que de l'autre côté, on a des franchises qui pourraient être intéressées, mais qui vont peut-être un peu plus sous-peser le risque ou peut-être un peu moins être en mode on fait le move plutôt que rester un peu dans le biais de l'immobilisme et de ouais, finalement c'est pas mal ce qu'on a, etc. etc. Donc, pour moi, le fait que Matej Bia et les Suns n'ont pas froid aux yeux, c'est un élément en plus. Et d'autant plus que, d'ailleurs, autre élément, vous l'avez peut-être vu passer aussi, mais Butler voudrait apparemment... Alors, Phoenix est dans sa pré-liste d'équipes où il voudrait jouer, il voudrait bien jouer, mais apparemment, il voudrait bien aussi se reposer un peu plus. Et c'est vrai que là, on arrive un peu au cas de Butler, qui, je ne sais pas si vous aviez écouté notre top 100 de la décennie des années 2010, on l'avait beaucoup décrit. Lorsqu'on faisait l'écho des parquets, à l'époque, notre podcast qu'on a fait pendant plus de 10 ans, on en avait aussi beaucoup parlé. Je me souviens avec Antoine, Nico et Lucas, à l'époque du trade, justement, enfin en tout cas de son arrivée à Miami, on avait soulevé le fait que, en fait, si on regarde en carrière, Butler, ça n'a jamais été un mec qui a eu un gros volume. Et c'est quelqu'un qui, moi j'appelle ça un peu l'héliocentrisme occasionnel. Héliocentrisme, c'est j'ai tous les ballons, voilà. En général, c'est j'ai tous les ballons, donc il y a un peu ce côté direct. Il y a ce qu'on appelle aussi l'héliocentrisme indirect de, par exemple, Stephen Curry, tout tourne autour de lui, mais c'est pas balle en main, c'est un peu du jeu off-ball, sans ballon. Et Butler, c'est vrai qu'il a un peu inventé l'héliocentrisme occasionnel, c'est-à-dire que sur 80% des matchs, je vais me comporter comme une star en termes de niveau de jeu par ballon touché fantastique, mais je vais avoir un usage, un volume de responsabilité, une implication, enfin pas implication, mais un niveau un volume de création, peut-être on peut l'appeler comme ça, qui va être largement en dessous de la majorité des stars NBA, mais parfois, quand il faut, ou quand je veux, je peux d'un coup prendre, 40-45% d'usage, donc un score énormissime de volume de responsabilité, et être la superstar qu'il est, qu'il est déjà, mais sur un plus petit volume. Donc, bref, pourquoi je raconte tout ça, c'est que Butler, on le connaît. Butler, on le connaît, on l'a décrit sur toutes les 2010, on l'a décrit en carrière. Ça n'a jamais été un mec qui a pris une énorme part du gâteau. Et d'ailleurs, c'est exactement le problème, j'allais dire un peu, non, c'est exactement le problème qui se pose à Miami, dans le sens où Miami a loupé, à l'époque, Kevin Durant, Miami a loupé Lillard aussi, septembre 2023, ça, je pense que ça a fait quand même très très mal. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un effectif de Miami sympathique, mais qui manque un peu de création pure. Et donc, on aimerait bien que Butler, qui est le plus compétent, entre guillemets, sur le niveau par ballon entre les mains, si on doit le caricaturer, si t'es à ce point fort par ballon touché, pourquoi est-ce que t'en touches pas plus, quoi ? Pourquoi est-ce que tu prends pas plus de responsabilités ? C'est littéralement un des problèmes actuels avec Butler à Miami, notamment vis-à-vis des négociations contractuelles et salariales. Je pense aussi que c'est ça qui bloque. Et pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? C'est que, justement, à Phoenix, il n'aurait pas forcément besoin de ça. Il n'y aurait pas forcément ce besoin de « allez, prends plein de ballons ». Et
je sais pas, je me souviens plus, hein, honnêtement, quelles étaient les sources. Je sais pas si c'est des sources extérieures ou ça vient de lui-même, où il a fait passer des messages, etc. Mais apparemment, ça lui irait très bien d'être derrière Kevin Durant et Devin Booker. Donc, voilà, encore un argument en plus, en mode, on va te chercher, et en plus, t'as même pas besoin d'être la star, quoi. Donc ça, c'est quand même assez génial. Donc, voilà, je pense que on a le scénario réaliste qui est celui de Phoenix. Peut-être rapidement, parce que je voulais le faire il y a quelques jours, le podcast, j'ai pas eu le temps, notamment parce qu'on fait une quotidienne. Rejoignez-nous sur Twitch ou alors sur le flux, le Basket Lab live, si vous voulez des quotidiennes tous les jours. Bref, je voulais le faire il y a quelques temps, on va peut-être pas passer autant de temps que j'aurais voulu, puisque ça commence à s'accélérer. Parlons un peu de mes deux autres scénarios. Le scénario rêvé, pour moi, c'est celui de Memphis. Voilà, très simplement. Je sais plus où est-ce que j'en ai parlé, si c'était sur Twitter ou si c'était dans une hebdo, je ne sais plus. Mais bref, le scénario avec Memphis, pour moi, il est fantastique. Alors, pour vous décrire très simplement et très concrètement, un trade de Butler du côté de Memphis, comment est-ce que ça se ferait d'un point de vue technique? Donc Butler est à 48 millions. Et du côté de Memphis, il faudrait mettre un contrat, enfin il faudrait équilibrer un peu au niveau des salaires évidemment pour que le trade se fasse. Donc il faudrait par exemple du Marcus Smart qui est à 20 millions. Il faudrait aussi du Luke Kennard qui est autour des 10 millions, 9 ou 10 millions je crois. Brandon Clark par exemple qui est autour des 12 aussi. Bref, ça plus on peut rajouter un ou deux jeunes, encore un peu de contrat. Je crois que Conchar est aussi à 6 ou 7 millions. J'avais pas noté, j'arrive pas à retrouver en direct la fiche des salaires, mais bref, et en plus, Memphis, il y a un aspect aussi où ils sont blindés, quoi, en termes d'assets, c'est-à-dire ils ont plein de jeunes intéressants, il y a du Vince Williams, ils ont alors, tout dépend qu'est-ce qui est intéressant ou pas, hein, pour le coup, ils ont aussi JJ Jackson, qui est jeune, qui a 20 ans cette année, et qui peut être un asset qui coûte pas cher, mais qui est mis en compagnie de gros contrats pour que le package soit attirant, parce que je peux comprendre qu'en effet, Luke Kennard, c'est pas forcément très attirant, mais si avec les gros contrats, tu mets des jeunes, Jake LaRavia même, pourquoi pas, pour le coup, donc JJ Jackson, pourquoi pas aussi, Vince Williams, j'ai déjà dit, mais des tours de draft, puisque les Grizzlies ont pas mal de tours de draft. Bref, Memphis, on peut le faire au niveau de l'équilibre des salaires, ce serait même le trade le plus simple, finalement, parmi tous, parce qu'on va y arriver, mais Phoenix, ça va être plus compliqué. Il y aurait aussi les assets, que ce soit en termes de jeunes ou en termes de draft pick. Donc, Miami pourrait trouver de quoi être content de lâcher Butler. Ok. Le problème, et vous le savez, c'est que apparemment Butler n'a pas trop envie d'aller à Memphis. Et là où c'est ironique, c'est qu'on a déjà connu un ou deux joueurs qui étaient arrivés à Memphis, qui faisaient la tête, qui ont un peu joué ou pas trop joué, qui se sont retrouvés à Miami. C'était Jay Crowder et c'était surtout Iguodala. Souvenez-vous, Iguodala qui se fait un peu chasser des Warriors parce que il faut faire un sign and trade quand Durant veut aller au Nets, il faut faire un sign and trade, etc. Bref, un peu compliqué. Il avait été punté à Memphis et finalement, il est en cours d'année 2020, il était parti à Miami avant le Covid et ensuite il a fini dans la bulle et il a fait les finales avec eux. Vous connaissez l'histoire, mais donc il y a un peu ce côté-là où je sais pas à quel point, si c'est le même front office ou quoi, mais il y a ce côté pour Memphis où ok, le fit sportif peut être génial, et je peux le détailler dans un instant si vous voulez, mais forcément, on n'est peut-être pas enclin à lâcher autant pour un mec qui, non seulement peut se barrer dans 6 mois, mais qui même aurait déjà communiqué, finalement, à l'équipe et aux équipes, à certaines équipes intéressées, dont Memphis, non, faites pas le trade pour moi, je vais me barrer, quoi. Et c'est vrai que de l'autre côté, en fait, on peut toujours trouver des contre-exemples. Et notamment, le contre-exemple le plus évident, c'est Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ne voulait pas aller à Toronto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en effet, Kawhi ne voulait pas aller à Toronto. Et Masai Ujiri et Toronto ont tout de même fait le trade. Bon, en l'occurrence, il est parti après 1 an, mais est-ce que finalement ça valait le coup? Je pense que oui. Je pense pas que Toronto était la meilleure équipe de la saison, pas du tout, mais ça marche pas comme ça le titre NBA. Le titre NBA, c'est est-ce que tu as une certaine probabilité de gagner, est-ce que tu es en bonne position, et si les choses tombent plutôt en ta faveur, t'es en position, tu gagnes un titre. Donc oui, il s'est barré au bout d'1 an, et toi t'as abandonné un DeRozan, t'as abandonné, à l'époque t'es Jakob Poeltl aussi, je crois que c'est un tour de draft, un tour de draft il me semble. Bref, t'as abandonné 2-3 assets et un gros joueur pour un Kawhi qui est parti 1 an après. Bon, ça valait le coup. T'as un titre. Donc,
je pense pas qu'il faille non plus. Enfin, il y a ce côté, le joueur est réticent. Après, il fait pas la gueule, quoi. Je pense pas. Mais premièrement, il faut jamais prendre un contre-exemple ou même un exemple en tant que valeur un peu générale, finalement. Quoi. Faut pas théoriser à partir d'un exemple. Voilà, on parle de Kawhi à Toronto. Il voulait pas y aller, finalement il y allait, il a gagné, tant mieux. On peut aussi prendre de l'autre côté l'exemple d'Iguodala. Bon, c'est pas le même statut, c'est pas le même joueur, on est d'accord, mais on peut aussi faire la gueule. Bref, donc je sais pas non plus pour extrapoler, mais c'est pour dire que finalement on a un peu tous les cas qui ont déjà existé. Mais c'est vrai que si t'es Memphis, est-ce que t'as envie, malgré tout, est-ce que t'as envie de faire ce coup-là, sachant que le mec t'a déjà dit qu'il veut pas aller chez toi? C'est vrai que c'est un peu là-dessus où c'est compliqué, c'est ce qui me chagrine un peu, parce que je pense que c'est ce qui va faire que ça ne va pas arriver. Pour ça que j'ai un peu c'est mon scénario rêvé, mais parce que rêver, pas concret en fait. Si c'était concret, ce serait pas rêver. Un rêve, quoique parfois les rêves se réalisent, c'est vrai, pour le coup. Bref, je me perds, mais vous avez un peu compris l'idée, quoi. Il y a ce truc, finalement, on a plein d'assets et on peut faire un méga coup. Bon, peut-être qu'il faut pas le faire sur Butler qui va se barrer dans 3 mois, quoi. Ce serait un peu bête de griller notre grosse cartouche. On n'a pas tant que ça de cartouches, on en a quelques-unes. Ce serait bête de griller une cartouche sur ça, finalement. Et puis, différence avec Kawhi, le transfert s'est fait en juillet, je crois, juillet ou août, donc c'était toute la saison. Là, ce serait pour une fin de saison, une greffe en mi-saison, on ne sait jamais comment ça se passe. Parfois, ça peut aussi très mal se passer. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, ce qui fait que je suis pas sûr que ça se fasse à Memphis. J'en parle quand même parce que je pense qu'il faut jamais dire non en NBA. C'est ce que j'ai quand même appris en 15 ans de NBA, de fan NBA. 15 ans déjà cette année. Mais ouais, c'est qu'en fait, tout peut arriver. Donc, je pense pas que ça soit à ce point impossible, improbable, oui, peut-être pas impossible, mais là où ça me chagrine d'autant plus, c'est qu'en fait, le fit sportif serait absolument génial. Pour plein de raisons, notamment le fait que, là encore, Butler pourrait se contenter d'avoir un faible usage, un faible volume de responsabilité. Il n'arrive pas forcément en étant la star, donc ça, c'est bien. On a déjà Ja Morant, évidemment. Jaren Jackson aussi, qui est beaucoup utilisé en tant que driver, balle en main, isolation sur cette saison. Donc ça, il y a aussi Jaren Jackson qui prend beaucoup de ballons. On a aussi Desmond Bane, qui est de plus en plus important dans les schémas et dans les schémas balle en main. Il l'était aussi déjà off-ball, mais maintenant, c'est un excellentissime driver. Vraiment étonnant, Desmond Bane. Plus le côté, voilà, les pull-ups aussi. Donc, Desmond Bane prend beaucoup de ballons. Donc, pour moi, il y a aussi ce premier aspect avec Memphis de, finalement, il pourrait s'intégrer extrêmement facilement en saison régulière en mode, me voilà. J'ai pas besoin de forcer beaucoup. Et de l'autre côté, non pas le revers de la médaille, au contraire, c'est même le bon aspect partout, c'est qu'il force pas en saison régulière, mais par contre, il peut devenir cette star de demi-terrain en playoff. Et ça, vous le connaissez, Butler, j'ai même pas besoin de vous parler de le run de playoff 2023, etc. Non, vous le connaissez, vous savez que quand il faut et quand il veut, il peut. Et ça me rassurait d'autant plus parce que Memphis, c'est quand même ma petite crainte que j'avais il y a 2-3 ans sur Memphis, et que j'ai encore un peu aujourd'hui, même si ça s'est réduit tout de même pas mal. Memphis de cette année est vraiment... Je suis très très chaud sur eux. Mais voilà, c'est clairement la création de demi-terrain n'est pas parfaite. En tout cas, je suis moins confiant sur la création de demi-terrain que par exemple une équipe comme OKC ou une équipe comme Dallas ou une équipe comme Denver à l'ouest, pour parler de ce qui sont pour moi les 3 favoris à l'ouest actuellement, à mon sens. Donc on aurait ce truc de t'es pas obligé de forcer en saison, et en plus, en playoff quand il faut, et que notre fameuse attaque de demi-terrain, elle peut coincer en playoff face à des très bonnes défenses, Butler, il arrive, il peut prendre ce genre de ballon. Il a un peu plus ce côté implacable que n'aura peut-être pas autant en playoff Jaren Jackson, selon certains schémas, selon qui est-ce que tu as en face, par exemple Wembanyama. On l'a déjà vu il y a quelques jours, Wembanyama est un Jaren Jackson stopper et stopper de son drive, surtout. Selon aussi, par exemple, le manque de spacing, ou alors en playoff, une défense, les défenses vont être plus agressives pour punir le manque de spacing. Donc, par exemple, il y a un peu tout qui peut dérailler à Memphis pour un peu tout le monde. Donc là, dans ces cas-là, t'es quand même content d'avoir ce fameux héliocentrisme occasionnel et un Butler qui d'un coup se dit « Allez, je prends les ballons, je prends les post-up, donnez-moi tout, donnez-moi les pick and roll. » Et voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Sur le volume, on gagne un peu sur les 2 tableaux, et en saison et en playoff, avec lui. Deuxième aspect, c'est aussi un profil extrêmement différent aux créateurs qui sont déjà là. Donc on a Ja Morant, mais qui est le feu follet, pick and roll, isolation aussi, mais un peu ce côté driving kick. Voilà, vous voyez un peu l'idée, vous connaissez Ja Morant. Et finalement, Butler a un profil de créateur très différent, et qui est aussi très différent de ce que peut faire Desmond Bane en termes de création de porteur de balle, et qui est aussi très différent de ce que peut faire Jaren Jackson, qui s'est beaucoup amélioré en termes de drive, on l'a déjà dit, mais
n'a pas le passing aussi, par exemple. Et pour moi, si sur le papier on pouvait avoir ce duo incroyable, Ja Morant et Butler notamment, on a non seulement deux créateurs de haut niveau, mais en plus deux créateurs au profil différent. Et ça amènerait aussi, par ailleurs, un aspect qui manque à cette équipe, enfin qui manque un peu, hein, mais à cette équipe pour moi de Memphis, sur du demi-terrain et en prévision des playoffs, c'est qu'est-ce que Memphis a? Ils ont du pick and roll classique, ok. Avec un Zach Edey qui pose des grands écrans pour Ja Morant aille au panier. Ils ont même l'option avec pick and pop. Jaren Jackson. Ok, donc selon certains types de défense, tu as l'option pick and pop, c'est parfait. Ils ont le Desmond Bane qui peut aller cibler des pick and roll entre petits. Ils ont aussi d'ailleurs Ja Morant qui peut cibler entre petits. Ils ont Jaren Jackson qui peut te placer poste 5 avec spacing maximum et qui peut aller au panier. Voilà, ce type d'attaque. Mais c'est vrai que, par exemple, autant ils peuvent cibler des petits sur les fameux pick and roll entre petits, où on va impliquer on fait un pick and roll non pas avec un gros, avec un grand, et donc impliquer l'intérieur adverse, mais impliquer un extérieur adverse. Donc, je sais pas moi, un triangle ou quoi, enfin, un triangle il à l'est, vous avez compris. Mais quand on joue Dallas, on fait un écran et on amène Kyrie Irving, on amène Isaiah Joe, on amène des mecs comme ça, on amène Fred VanVleet, voilà. Donc ça, mais ils ont pas le post-up. Ils ont pas le post-up, ils ont vraiment personne de hyper efficace pour cibler des petits en post-up, et ça, Butler, il apporterait ça totalement. Bon, là, je vous le décris pour Memphis, mais vous avez compris que ça s'applique à peu près tout le monde. S'il est également emmené à être échangé d'autres destinations, mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup, moi, le fit avec Memphis. Par ailleurs, et si on avançait un peu plus rapidement, je vois que le chrono défile, mais l'attaque de Memphis, on en a parlé beaucoup récemment, il y a plein de vidéos qui ont popé, si ça vous intéresse, mais on a affaire à une attaque qui a des schémas assez particuliers, c'est-à-dire que il y a du pick and roll, mais c'est une équipe qui utilise extrêmement peu le pick and roll, et d'ailleurs qui a un total de pick and roll qui est le plus faible depuis X années, parce qu'en fait, il y a aussi des schémas qu'ils ont fait qui sont basés un peu sur le mouvement et sur l'occupation de l'espace. C'est-à-dire, pas forcément venir poser un écran, et avec l'écran, on pose un dilemme à la défense, comment tu défends ça, etc. Mais juste, on enchaîne un peu en free flow, la structuration du terrain, avec un shooter sur l'aile, un dans le corner. Et ensuite, pendant que je drive à droite, toi qui étais sous le panier, tu vas dans le corner. Toi qui étais dans le corner, tu remontes. Toi qui étais sur l'aile, tu plonges au panier, etc. Et un système de rotation, de jeu off-ball. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que Butler, non seulement il peut jouer off-ball, mais il est même excellentissime off-ball. C'est parmi les stars, parmi les superstars, c'est, je pense, celui qui est le plus intelligent off-ball et le plus actif off-ball. Donc là aussi, le fit serait extrêmement intéressant. Et puis de l'autre côté, forcément, il y a la défense. Bon, pas trop besoin de détailler en quoi il pourrait aider incroyablement cette défense. Évidemment, tu perds un peu Marcus Smart dans l'échange, mais en fait, tu perds rien. Parce que Butler, c'est finalement un Marcus Smart, mais qui est bon en attaque, en un sens. C'est-à-dire que tu perds rien en défense, en termes de capacité à être un gros poste 2 qui peut switcher sur des gros ailiers, des longs ailiers, qui peut tenir des mecs hyper costauds du genre Luka Doncic, par exemple. Voilà, c'est finalement, tu perds pas tant que ça, quoi. C'est pour Memphis, c'est génial, quoi. Tu te sépares de Marcus Smart, tu dis, la perte, elle pourrait être significative dans n'importe quel autre échange, mais là, tu récupères un Marcus Smart qui est bon en attaque. Donc, en fait, tu perds pas grand-chose. Donc voilà, puis le côté aussi jeu des possessions. Vous savez que Memphis aime bien avoir plus de possessions que l'adversaire, et ils ont un côté aussi de création de turnover adverse pour se faire, pour avoir plus de possessions que l'adversaire. Ça passe aussi parfois et même souvent par le fait de faire des interceptions. Là-dessus, Butler, évidemment, qui est un génie tout court, je pense, en termes de QI basket, notamment défensif. Donc voilà, le fit est parfait, le fit est rêvé en termes de volume. T'es pas obligé d'être une star, mais en playoff, quand il faudra, tu pourras l'être. Tu pourras être un peu plus implacable que les autres, avec en plus un profil différent, avec en plus un profil où, voilà, par exemple, un Butler, c'est pas Harden. Butler, c'est pas, je sais pas moi, des mecs comme ça. Butler, c'est un mec qui a le jeu off-ball et l'intelligence pour s'adapter dans les schémas de Memphis, plus aussi donc cet aspect de la défense. Donc voilà, pour moi, c'est le scénario rêvé. Le scénario secrètement le meilleur scénario pour moi. Alors je sais pas si c'est meilleur que Memphis, mais je serais très 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 intrigué. Eh bien pour moi, le scénario secrètement le meilleur scénario possible, à mon avis, ce sont les LA Clippers.
Non pas les Lakers, on sait que les Lakers, depuis toujours, ils sont sur tous les joueurs. Ils vont faire un trade pour Wembanyama. Je sais pas si vous avez vu passer les Photoshop sur Twitter, etc. Ils tradent pour tout le monde, les Lakers. Mais non, blague à part. Mais pour moi, les Clippers, ce serait un cas absolument parfait. Et pour tout le monde, en fait. Pour Butler et pour également l'équipe, donc les Clippers. Déjà, il y a un aspect de... Bon, en termes d'âge et en termes de dynamique d'équipe, c'est pas pareil. Tu t'es pas catapulté dans des Memphis Grizzlies qui sont très très forts et très prometteurs, et moi je les adore. Mais voilà, c'est quand même une équipe assez jeune, c'est pas une équipe qui a la même expérience. Je pense que Butler, l'idée de jouer par exemple jouer pour Tyronn Lue, jouer avec Kawhi Leonard, avec James Harden et des vieux comme ça, je pense que déjà tu peux un peu plus lui vendre. L'idée, dans un côté court, moyen ou long terme. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un aspect c'est Los Angeles. Donc, certes, il y a toujours ce risque il peut être free agent dans 6 mois, il peut se barrer pour aller littéralement là où lui veut. On sait qu'il aimerait bien retourner, pourquoi pas, à Houston, vu je crois qu'il est du Texas, mais voilà, il y a cet aspect c'est quand même mieux en free agency, parce que, je le répète un peu à chaque fois, mais en vérité, enfin, c'est pas moi, c'est Antoine aussi qui nous en avait beaucoup parlé sur le Basket Lab déjà, Antoine, notre référent, salary cap, etc. Ok, le meilleur en France, vous le savez, hein, c'est pour ça que c'est pour ça que on parle de salary cap sur le Basket Lab, c'est grâce à lui. Mais voilà, il n'y a pas de petit marché, il n'y a pas de gros marché en fait. Il y a toutes les équipes NBA et les équipes compétentes, elles attirent des gens, donc y compris des petits marchés, genre Miami, quand ils sont bons, ils attirent des gens, y compris San Antonio, petit marché, quand ils sont bons, ils attirent la Marcus Aldridge, qui est la star de la free agency, y compris Milwaukee, qui attire quand ils sont bons, ils attirent tel free agent, etc., etc. Donc il y a les bonnes équipes et les mauvaises équipes, il n'y a pas de petit et de gros marché. Par contre, il y a une exception, c'est Los Angeles. Los Angeles et New York, un peu les deux seules exceptions à cette règle des les soi-disant petits et grands marchés. Mais voilà, clairement, en termes de pitch à la free agency ou pour le convaincre de rester, argument en plus pour moi et qui est pas du tout négligeable. J'aurais pas dit pareil à Portland, j'aurais pas dit pareil même à Dallas, ou je sais pas moi, même à Miami. Bon, il vient de Miami, mais vous avez un peu compris l'idée. Je pense que là, il s'est quand même assez particulier, assez à part, surtout maintenant qu'il est un peu vieux. Pour le coup, oui, il s'est habitué au climat de Miami. Los Angeles, c'est pas mal aussi. Mais donc, premier élément, c'est par rapport à ça. Et deuxième élément, enfin, on l'a déjà un peu évoqué, mais par rapport à l'âge et par rapport à l'équipe et la timeline. Donc déjà, c'est une équipe plus âgée et avec déjà des vétérans qui correspondent mieux, sans doute, peut-être, à mon sens, que de venir en tant que le vieux qui joue à Memphis où il n'y a que des jeunes. Ok. Mais il y a aussi un aspect de timeline que je trouve hyper intéressant, notamment avec les Clippers. Et pourquoi c'était intéressant, c'est que nos amis les Clippers, finalement on n'en parle pas trop, j'en ai parlé l'été dernier, mais c'est vrai que pour moi ils sont un peu entre deux. Pour moi c'était un peu une erreur de laisser partir Paul George. Alors pour l'instant ça me donne tort parce que effectivement Paul George n'est pas bon aux Sixers, mais bon presque à la limite ça pourrait être une autre conversation, un autre podcast en soi. Mais c'est vrai que pour moi, le fait de laisser partir une star juste parce que t'as pas envie de lui offrir une 4e année de contrat, pour moi, c'était un peu, c'est dommage parce qu'en NBA, il n'y a pas de Coupe de la Ligue, quoi. Enfin, maintenant, il y a la NBA Cup, vous allez me dire, mais on s'en fiche un peu. Mais il n'y a pas de, j'arrive 5e du championnat et je suis qualifié en Ligue des Champions, quoi. Ou il n'y a pas de, je vais gagner la Coupe de France. En NBA, en fait, c'est soit t'es contender, soit on s'en fiche, quoi. Et finalement, que tu sois ventre mou, que tu sois 7e de conf ou que tu sois 15e, c'est pas pareil, hein, on est d'accord. Mais finalement, c'est pas si différent que ça, quoi. Il y a contender et il y a tout le reste. Et pour moi, le fait de laisser partir Paul George, c'était un peu le déclassement par rapport à un statut et des ambitions, des velléités on est un vrai candidat au titre. Et finalement, en laissant partir Paul George, on n'a plus assez de matos offensif. Et pour le coup, je pense qu'on aime tous cette équipe des Clippers de cette année, qui est très sympathique. Mais voilà, comme on l'avait aussi, deviné cet été, on a un modèle d'équipe qui est assez clair, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est extrêmement défensive, avec un recrutement de Chris Dunn, Derrick Jones Jr., etc. Donc, identité défensive très forte. Bon, on a aussi bien vu que ça ne suffit pas tout le temps, quoi. Il y a aussi des fois où la défense, ça suffit pas. Il y a des matchs, oui, contre certains adversaires, ça marche. Il y a aussi des fois où ils sont un peu short en attaque, quoi. Donc, pour moi, c'est vrai que je suis un peu frustré parce que les Clippers, qui étaient un vrai candidat au titre pendant 5 ans, ils s'étaient un peu, non pas tiré une balle dans le pied, mais ils s'étaient un peu eux-mêmes déclassés en ne voulant pas prolonger Paul George. Là, finalement, je pense qu'il y a une opportunité d'aller chercher un mec qui, je pense, est meilleur que Paul George. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de m'insulter là dans votre tête en disant oui, évidemment qu'il est meilleur que Paul George, surtout actuellement.
Mais non, mais évidemment, je pense il est meilleur que Paul George, notre ami Jimmy Butler. Donc ça, c'est intéressant. Tu retrouves aussi un peu un côté de bah ouais, c'est finalement pas si différent que ça du modèle d'équipe de l'an passé depuis quelques années. Finalement, donc c'était la grosse défense plus une attaque où c'est Harden, Kawhi et Paul George, donc un peu un mode isolation à donf. C'est l'équipe qui faisait le plus d'isolation l'an passé, avec justement Harden et Kawhi qui étaient numéro 1, pardon, numéro 2 en termes d'efficacité isolation, et Paul George était top 10 aussi. Enfin bref, c'était un modèle d'équipe assez simple, quoi. C'était grosse défense et attaque pas forcément hyper fluide, hyper motion offense, mais voilà, des mecs qui attaquent sur isolation. Et c'est vrai qu'un trade de Butler permettrait de retomber totalement là-dedans. Alors que là, on sent bien qu'on est un peu short. Alors, tant mieux, on a un Norman Powell qui fait une bonne saison, mais bon, ça reste Norman Powell, quoi. Non pas pour lui cracher dessus ou quoi que ce soit, évidemment, mais ça reste aussi, c'est un patch en attendant qui est un truc de mieux, quoi. Je pense pas que Norman Powell, je vois qu'il y a des gens qui disent, ouais, Norman Powell, finalement, il est meilleur que Paul George. Oui, alors, peut-être, mais il est meilleur en termes de performance actuelle, mais j'ai pas confiance en Norman Powell pour créer quoi que ce soit à haute quantité et qualité en playoff, comme peut le faire un Butler, par exemple. Donc je pense que actuellement, ils sont un peu short, les Clippers, et je trouve ça un peu dommage. De l'autre côté, en attrapant un Butler au passage, finalement, on retombe exactement sur le modèle d'équipe de l'an passé, et le modèle en plus qui a marché. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire défense. Bon, pas besoin de vous dire qu'il s'inscrit totalement dans la défense. Et en plus, le côté sportif on retrouve nos 3 gros attaquants. On rajoute aussi à ça le même argument qui est que avec un Kawhi qui va être le gros usage quand il va revenir, ou s'il va revenir, vous allez me dire, mais avec Kawhi, ça va être l'option numéro 1. James Harden va aussi prendre beaucoup de ballons. Donc là, on retombe aussi sur cette, non pas problématique, mais ce scénario où finalement, Butler pourra arriver, ne pas avoir à forcer, donc un peu ce que lui désire, c'est-à-dire 3e option d'équipe, entre guillemets, et petit volume en saison régulière, mais qui peut totalement re-exploser en playoff. Reprendre beaucoup de ballons, voilà. Mais c'est l'avantage aussi, c'est que tu viens, tu es dans la hiérarchie, pas numéro 1 et qui doit faire. Là, ce qui bloque à Miami, c'est qu'il doit être le numéro 1 et qu'il l'est pas, il veut pas. Alors qu'aux Clippers, il pourrait totalement, un match où il fait 7 sur 12 au tir, aux Clippers, quand il y a déjà James Harden qui va prendre 50% des ballons, en faire des pick and roll, les distribuer, et puis Kawhi qui va revenir et aussi prendre beaucoup d'usage, genre 32-33% d'usage. Voilà, il n'y a pas de problème de répartition, à mon avis. Donc pour moi, il y a un aspect sportif qui est assez évident, premièrement. Deuxièmement, je crois que j'ai dit le mot, mais j'ai pas développé, c'est par rapport à la timeline. Et ça va au-delà de l'âge, finalement, c'est aussi en termes d'équipe. Parce que c'est vrai que ces Clippers, ils ont Kawhi Leonard, qui l'an dernier avait re-signé pour pas mal d'années. Il est encore sous contrat pour 3 ans, donc c'est plutôt moyen long terme, on va dire. Mais en dehors de ça, James Harden avait signé pour 2 ans, mais 1 an plus une player option. Et je pense qu'on l'avait expliqué cet été, il y avait un peu un aspect de Kawhi, on le prolonge parce que il est souvent blessé, mais il est encore très très bon. Donc, dans un cas de scénario catastrophe, en fait, on a un Kawhi Leonard qui est sous contrat, qu'on peut échanger. Et de l'autre côté, scénario catastrophe aussi, James Harden, voilà, t'as une player option, tu la prendras pas, ou alors tu peux t'en aller l'an prochain. Il y a un peu ce truc-là, quoi, grosso modo. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que contractuellement, on était un peu dans une année de transition, sans doute, pour les Clippers, où ils ont laissé partir Paul George. On avait un Kawhi à long contrat, mais qui peut être échangé en cas de catastrophe. James Harden peut partir aussi à très court terme si ça marche pas. Voilà, on pouvait un peu retomber sur nos pattes rapidement. En l'occurrence, ça marche très bien. Et donc, pourquoi pas la transition, essayer de la retenter dans l'autre sens, en fait. Pourquoi pas retenter de reformer un trio de stars, entre guillemets, en tout cas d'aller rechercher un peu ce star power, cette création offensive qu'il manque, finalement, en termes de qualité surtout, parce qu'en termes de quantité, ça se répartit plutôt bien les choses. Mais donc, oui, pardon, je l'ai pas dit, mais concrètement, comment est-ce que ça pourrait s'articuler ? Vous allez me dire, parce que où est-ce qu'on va trouver l'argent ? En fait, ça passerait par un échange. On aurait Norman Powell, qui serait la pièce centrale à 20 millions l'année. Donc, c'est pas mal, évidemment. Bon, moi, je sais qu'il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit un peu l'inverse. J'étais un peu surpris. Bon, moi, je pense que Butler est un meilleur joueur que Norman Powell. Même modulo les velléités de jouer un peu irrégulières, sans doute. Et même là, pour le coup, on peut parler de versatilité, qui n'est pas polyvalence, mais la versatilité de Butler cette saison. Voilà, moi je pense que Butler, ça vaut largement le coup de sacrifier un peu la création offensive de Powell, que tu vas retrouver avec Butler. Et évidemment, pour moi, c'est pas trop un débat. Et de l'autre côté, donc 20 millions Powell, et la carte secrète des Clippers, en fait, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a PJ Tucker encore.
PJ Tucker est encore dans l'effectif, il est à 11 millions et demi, presque 12, donc ça c'est quand même assez génial parce qu'il joue pas, il est pas dans la rotation et il peut te permettre de monter un trade, donc c'est très cool, on monte à 30 millions avec ces gens-là. Et il manque ensuite s'il y a un peu de comblé au niveau salaire pour arriver aux 48 et quelques de Butler. Et c'est vrai que ça pourrait passer par notamment mettre aussi un Derrick Jones Jr. dans la balance. Derrick Jones Jr., qui est un très bon ajout pour le coup, mais qui est aussi autour des 10 millions de contrats. Plus ensuite, pour arriver au total espéré, ça passe si on rajoute aussi les petits contrats de genre Bones Island qui a plus de 4 millions. Pourquoi pas rajouter aussi du Kevin Porter, du Cam Christie au niveau de jeunes aussi. Voilà. En tout cas, le trade est faisable en termes de salaire et sans trop te déplumer en plus. C'est ça qui est intéressant. Et la première chose, on parlera après de peut-être l'alchimie, l'esprit de groupe, etc. Mais la première chose à dire, c'est que pour moi, sportivement, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on a un Terrence Mann qui... Alors lui ne peut pas être échangé, je crois, en tout cas pas immédiatement. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la balance. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, déjà moi je le trouve bon, et il n'est pas totalement dans la rotation cette année. Et donc en réalité, qu'est-ce que perdraient réellement les Clippers dans cette histoire en termes de vrais joueurs de rotation? Peut-être on peut le formuler comme ça. Ce serait Norman Powell, et ce serait aussi Derrick Jones Jr. Parce qu'après, voilà, tout ce qui est Bones Island, même Kevin Porter, bon il joue, mais c'est pas grave si on le perd. Et puis PJ Tucker... Voilà, il joue pas du tout, donc il n'y a aucune perte sportive. Finalement, merci pour le contrat, mais aucune perte sportive. Donc Powell, bon, moi je pense que l'upgrade offensif et même général avec Butler, évidemment, ça vaut le coup. Et l'autre côté, c'est vrai que tu perdrais entre guillemets Derrick Jones Jr. et tu aurais personne qui viendrait en retour dans le trade. Donc tu te dis ah mince, ça fait -1 en termes de vrais joueurs de rotation. Premièrement, bon, moi c'est un sacrifice que pour avoir Butler, je pense que je suis prêt à faire tous les jours. Mais vraiment tous les jours. J'aime bien Derrick Jones Jr., mais c'est vrai que c'est un joueur un peu imparfait. Déjà, c'est quelqu'un qui est à 24 minutes par match cette saison, alors très polyvalent, qui peut être mis sur des ailiers, mais parfois un peu sur des plus petits, au niveau navigation d'écran, ok, c'est sympathique, mais on parle d'un joueur de rotation, on parle pas d'un énorme titulaire, c'est pas comme si je vous demandais de sacrifier quelqu'un qui est un peu plus la pierre angulaire de la défense, par exemple, un Ivica Zubac. Non, là oui, on se poserait peut-être un peu plus la question. Donc c'est pas un joueur parfait, en plus c'est un joueur qui finalement n'est pas top à 3 points non plus, et or le spacing est aussi un des problèmes de cette équipe, et peut-être que beaucoup de monde reste un peu sur la campagne de playoff 2024 de Derrick Jones Jr. où il a mis ses tirs, en effet, et c'est tant mieux. Bon, après, petite précision, pourquoi est-ce qu'il a mis les tirs? Parce que les tirs étaient grands ouverts. Pourquoi est-ce que les tirs étaient grands ouverts? Parce qu'en fait, on l'a abandonné pour aller aider ailleurs, quoi. Et donc en fait, tant mieux, il a puni, il est arrivé à punir, en plus, bon, pas tout le temps, mais il a eu des coups de chaud assez marquants, et ça s'est un peu arrêté en finale. Bon, c'est un peu la vie, mais voilà, c'est pas non plus le joueur parfait. Mais bref, premièrement, c'est pas tant que ça en soi une perte sèche, et deuxièmement, donc on dit, ce serait se débarrasser, en tout cas perdre 2 joueurs de rotation pour seulement Butler. Mais c'est un peu là où moi je raccroche vis-à-vis de Terrence Mann, qui, comme dit, n'est pas totalement dans la rotation cette année. En tout cas, c'est un peu irrégulier. On a entendu, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, Tyronn Lue, on lui demandait mais pourquoi est-ce que Terrence Mann il joue pas ou il joue pas trop. Bon, on essaie de voir quelle est un peu la meilleure formule, etc. Voilà, et c'est vrai que on a actuellement un effectif des Clippers qui est très dense, donc en un sens, ça pourrait presque être un ajout, entre guillemets, si vous voyez un peu ce que je veux dire, ou, enfin, c'est pas un ajout, c'est juste que la perte de 2 joueurs de rotation remplacés par un seul, finalement, tu peux en rajouter un deuxième, que serait Terrence Mann, qui est un vrai joueur défensif de rotation qui peut aider cette équipe, et qui actuellement n'a pas un statut énorme. Donc voilà, c'est un peu le luxe, l'avantage d'avoir un Terrence Mann qui joue pas trop, c'est qu'il peut re-rentrer dans la rotation et aider, et surtout que de l'autre côté, tu récupères Butler. Et donc, en fait, ce que pouvait faire défensivement Derrick Jones Jr., c'est-à-dire être un peu sur des ailiers, bon, Butler, il peut le faire largement, ça, on est d'accord. Et de l'autre côté, Terrence Mann peut venir prendre un peu des minutes et de la défense sur des postes plus petits, sur le point d'attaque. Donc, il y a un peu ce côté où tu dis, bon, Butler remplace Powell, ok, mais tu perds l'ailier défensif, en fait non, parce que en fait Butler il peut ne pas remplacer Powell défensivement entre guillemets sur les minutes et sur les match-up, mais il peut remplacer le poste 3, voilà, il peut jouer ailier défensivement en termes de on-ball, en termes de match-up. Et de l'autre côté, si tu réinsères Terrence Mann, lui il peut se charger un peu des petits arrières et du point d'attaque en fait. Donc je dirais pas, je dirais carrément jusqu'à dire c'est un upgrade défensif, non pas Terrence Mann, mais l'ajout de Butler, évidemment.
Donc voilà, c'est hyper intéressant en plus contextuellement, je trouve, par rapport à la situation des Clippers où bah, tu as limite actuellement trop de joueurs. C'est aussi la force de cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en effet de rotation. Et actuellement, tu as même un man qui joue pas trop, mais qui peut jouer et qu'on a déjà connu, qui est pas parfait en shooting. On est d'accord, hein, c'est pas. J'ai critiqué Derrick Jones. C'est pareil, voire même peut-être un peu pire en termes de spacing et de shoot. Mais voilà, c'est un défenseur connecteur qu'on aimerait, que beaucoup d'équipes aimeraient avoir, à mon avis, qui est, je trouve, assez intéressant. Donc voilà, grosso modo, tu peux. Je dis pas qu'il va jouer 35 minutes par match, hein, mais je veux dire, tu peux un peu encaisser la perte de 2 vrais joueurs de rotation pour un seul, parce que si tu le fais rentrer là-dedans, bah, finalement, il peut au moins participer à la rotation. Voilà. Bref, donc le fit sportif pour moi est assez évident en termes de quelle est l'identité de ton attaque, qui va aussi beaucoup se reposer sur le shot-making et la capacité de créer de tes stars, comme ça a toujours été, plus le fait que offensivement, il n'y a pas besoin que lui soit un gros volume, ok, plus le fit défensif, évidemment. Non seulement l'ajout de Butler, qui est fantastique, mais en plus, donc, le fait que tu peux un peu remettre sur le devant de la scène quand il faut un Terrence Mann, et puis je parle de Terrence Mann qui est pas trop dans la rotation, mais t'as aussi sur les lignes arrière un mec comme Chris Dunn, hein, qui évidemment est fantastique. Donc voilà, je pense que globalement, c'est pour moi le fit parfait en fait. Le fit parfait sportivement, le fit parfait aussi en termes d'âge, en termes de groupe, on va dire, parce que c'est peut-être pas pareil avec Memphis, les jeunes, etc. Mais je pense que voilà, le fit parfait aussi en termes de timeline, parce que pour le coup, t'as un peu ce truc de t'as un peu ce truc au niveau des contrats, c'est-à-dire que, enfin voilà, j'en ai parlé déjà, mais cet aspect de Harden qui a une player option, notre ami Butler qui aussi a une player option, donc si par exemple hein, ils font le trade et que c'est une catastrophe pendant 3 mois et que Kawhi se reblesse encore une fois pour 2 ans au ménisque ou je sais pas quoi, bon bah tu dis merci au revoir, c'est fini quoi. Et de toute façon, le projet des Clippers c'était en transition. Donc je veux dire, si là on encaisse un échec, pour moi c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Le risque est moins grand que pour une équipe, par exemple, de Memphis qui, bah, eux, ils sont en début de cycle. Ils n'ont pas fait encore leur gros move, ils ont plein d'assets, donc c'est risqué de faire le gros move et de dépenser tes assets jeunes autour de draft pour aller chercher un mec qui, ça se trouve, va se barrer et que ça va pas marcher. Alors que, il y a ce truc pour moi avec les Clippers où c'est un peu c'est bien des deux côtés, avec cet aspect de si un scénario kata, bah tu laisses partir James Harden, tu laisses partir Butler, puisque je pense que les deux en fait vont re-rentrer en free agency pour à leur âge pour aller chercher des contrats. Donc voilà, c'est au pire, ça marche pas, tu peux t'en débarrasser. Et de l'autre côté, on parle de Los Angeles, on parle de Steve Ballmer et des Clippers qui viennent d'ouvrir une nouvelle salle. Donc finalement, moi, je pense que récupérer une autre star un peu et avoir ce niveau de compétitivité, ça leur plairait bien. Et en plus, on sait que, voilà, moi j'aime beaucoup James Harden, vous le savez, mais il y a aussi cet aspect où Harden, je pense, est un peu plus avancé dans son déclin. Donc il y a ce côté scénario très court, si ça marche pas, on peut se débarrasser de tout ça. On laisse partir et Harden et Butler la free agency et on échange Kawhi qui a encore 2 ou 3 ans de contrat contre des assets et on repart. Voilà, on reset. Ou alors, scénario où ça se passe bien, on re-signe Harden encore une fois sur un nouveau petit contrat. Belle somme, mais petit contrat parce que voilà. Et de l'autre côté, c'est Los Angeles, c'est Ballmer qui veut avoir des stars et je pense qu'il serait prêt à lui offrir une prolongation à Butler. À mon avis, avec cet aspect de t'es à LA, t'es une star, t'es bien chez nous, et en plus, regarde, Kawhi Leonard a encore 3 ans de contrat. Donc ça rassure aussi, quoi. Tu vas pas lui dire, finalement, viens prendre ta prolongation, enfin, on va t'offrir une prolongation, mais grosso modo, tu vas être la star, quoi. Ce qu'il aime pas trop, ça, on l'a bien compris au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, un coup sur les deux tableaux. À la fois, si ça va pas, t'as une porte de sortie, et ta porte de sortie, si t'as, ok, on va dire, ah ouais, mais finalement, imaginez, enfin, on peut me répondre, pourquoi est-ce qu'il ferait ce trade alors que il y a un scénario kata où il peut partir dans 6 mois? Bon, bah, si t'as laissé partir Norman Powell, et Derrick Jones Jr. et des contrats dont tu te fiches, PJ Tucker, etc., est-ce que c'est grave? Alors oui, il vaut mieux ne pas les perdre pour rien. Si t'es sûr qu'il va partir, tu fais pas le trade, on est d'accord. Mais je veux dire, si c'est ça, le prix à payer en termes de risque pour prendre une chance que ça marche ou que ça marche pas, mais je veux dire, pour tenter le pari, si c'est ça le prix, c'est que si vraiment le scénario catastrophe, c'est ah mince, on a lâché Norman Powell qui l'an prochain sera en fin de contrat, il a que 2 ans de contrat, enfin du coup 1 an et demi maintenant. Le prix à payer, c'est ah mince, on a laissé partir Norman Powell en fin de contrat et Derrick Jones Jr. qui était sur un contrat court aussi, je crois 1 ou 2 ans à peine, et qui n'est que Derrick Jones Jr.
bon, c'est pas un prix immense, quoi. C'est pas un prix immense. C'est pas comme, ben voilà, encore une fois, c'est pas comme Memphis qui serait obligé d'abandonner du jeune, du Brandon Clark, qui peut être utile sportivement et même en termes de contrat, du Marcus Smart aussi qui peut être réutilisé dans un autre échange éventuellement, ou participer à cette équipe des Grizzlies. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une différence d'assets que tu serais quand même prêt à mettre sur la table et différence de situation où la situation risquée, enfin le risque où ça se passe pas bien, il est pas si grand que ça pour les Clippers. Par contre, tu as aussi un potentiel où ça se passe très bien, où bah ouais, c'est cool en termes de sportif, c'est cool en termes d'âge, en termes de timeline aussi. Tu peux dire, bah regarde, on a Jack Kawhi qui va être le gros joueur et qui est là pour du moyen long terme. Et puis on est LA et puis on vient d'ouvrir une salle, soit notre star ou soit notre deuxième star pendant encore 3-4 ans. Et je pense qu'en plus, c'est exactement ça que veut Butler. C'est pas un contrat court. Je pense que c'est un contrat long, c'est pour ça que ça se dispute un peu, et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il veut un contrat long, à mon avis? C'est pour ça que ça frite avec Miami, c'est parce que Miami ne veut pas lui offrir, mais Butler, il veut aussi un contrat long, parce qu'on est peut-être à la limite, on va dire, en termes d'âge, c'est-à-dire qu'il a 35 ans, si je dis pas de bêtises, ouais, 35 ans, il aura 36 en septembre prochain, bon bref, il a 35, mais c'est maintenant en fait. C'est maintenant, là on est en toute fin de prime, le contrat genre à 40, 45, 50 millions sur 3, 4, 5 ans, c'est maintenant quoi. Ce sera pas dans 2 ans, ce sera pas même l'an prochain quoi. Parce que oui, peut-être que des équipes vont être prêtes à mettre un gros contrat maintenant, quitte à ce que quand le mec sera plus vieux, il sera surpayé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives à 37 ans ou à 38 ans en free agency, tu n'auras pas la même somme quoi. Voilà. Donc Butler, c'est maintenant, et je pense que en vrai, on a à peu près le scénario idéal quoi. On a vraiment le scénario idéal avec les Clippers. Donc voici pour ce scénario secret qui vraiment, j'espère que ça va se faire. Donc le rêvé pour moi c'est Memphis parce que le fit sportif est fantastique, le secret c'est les Clippers, et puis le réaliste, on va quand même passer un peu de temps là-dessus, c'est Phoenix. Mais alors pourquoi aussi j'ai voulu tout de même développer certaines autres pistes, vous pouvez me dire bon mais c'est un peu de temps perdu là, pourquoi est-ce qu'on a parlé de tout ça? Il y a quand même un truc qui bloque, en tout cas qui peut bloquer, n'oubliez pas, c'est que Bradley Beal, il n'a pas une player option, il a une no trade clause. Donc là, effectivement, ça commence un peu à s'agiter. On le voit là depuis quelques heures. Peut-être même qu'au moment où ce sera publié, ce podcast-là, ce sera déjà périmé. J'espère pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, Bradley Beal a le pouvoir. Et donc, on commence, je vais détailler, mais on commence un peu à s'agiter en termes de il pourrait y avoir un trade à plusieurs équipes, etc., pour envoyer un tel ici ou ici. En fait, déjà, il y a la difficulté d'arriver à tout mettre en place en termes de salaire, parce qu'on parle d'équipes qui sont compétitives, donc souvent dans le second apron, donc souvent des restrictions ou des salaires assez encombrants, ou bref, c'est pas facile de monter le trade. Mais en plus, tu peux arriver à monter le trade et que toutes les équipes soient d'accord, et t'es sur Skype. Oh pardon, moi j'ai 10 ans de retard, mais tout le monde est en ligne ensemble, et on est les 4 ou les 3 ou 4 GM sont d'accord, et que Bradley Beal, ensuite, les Suns s'appellent Bradley Beal en disant ça y est, le trade est fait, t'es envoyé à Milwaukee. Et Bradley Beal peut dire bah non. Et là, t'as passé des heures et des heures et des heures, voire même des jours, comme on le voit là, actuellement, à essayer de mettre en place un trade avec Miami, second apron, ou pas loin, je crois, Milwaukee, second apron, Phoenix, second apron, bref. Et en fait, tout tombe à l'eau, ne serait-ce que parce que Bradley Beal, il dit non. Et moi, je pense que, en plus, il y a une question de fierté là-dedans, on a bien compris. Je dirais pas que Phoenix a mal traité Bradley Beal, je ne pense pas, mais il y a quand même un effet où, enfin, il y a quand même un truc actuellement où il n'est pas autant considéré que les deux autres. Et je dis pas que à tort, en plus. Mettons-nous juste à la place de Bradley Beal, qui a son ego de star NBA, qui dit bah ouais, c'est en gros on dit que c'est un peu de ma faute quoi. D'ailleurs on dit que c'est moi qui suis le pire contrat de NBA. Alors certes c'est un moins bon joueur que Durant et Booker, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de, en tout cas je peux comprendre que Bradley Beal actuellement soit en mode ouais en gros c'est tout un peu de ma faute quoi. Et que pourquoi je parle de ça, c'est que il y a la réalité des choses qui est celle-ci, et que on peut ne pas être d'accord, hein. Mais en tout cas, moi, je peux comprendre qu'il soit dans cet état d'esprit, et que en fait, par ego, et même pour embêter les Suns, ils disent bah non, moi j'accepte pas de lever ma no trade clause quoi.
Et puis, alors peut-être que oui, hein, mais peut-être qu'il va y avoir une situation sportive qui ne va pas l'intéresser, parce qu'on parle de Milwaukee, mais je pense que Milwaukee est assez intéressé, mais j'en sais rien. Mais si finalement, dans l'échange à 3, il part à Chicago, il part ou carrément aux Nets, ou des équipes comme ça, ou n'importe quoi, il y a un peu le fit sportif où il peut dire non. Et d'ailleurs, même Milwaukee, au passage, parce que le mec vient quand même d'être la 3e option en étant payé 50 millions l'année, donc en étant payé comme une star. Il a été la 3e option pendant 1 an et demi des Suns. On a bien vu que non seulement ça n'a pas marché autant que ça aurait pu, peut-être, mais en plus, c'est lui qui est à blâmer. Ben, moi, pour le coup, pourquoi est-ce que Bradley Beal dirait oui, en tout cas de manière automatique, bah ouais, ok, je sors d'un an et demi de 3e option où c'était entre guillemets de ma faute, d'après tout le monde, que les Suns marchent pas autant. Oui, ok, échangez-moi à Milwaukee, je vais être la 3e option derrière Lillard et derrière Giannis. Bon, encore une fois, hein, peut-être que changement de décor, peut-être qu'il a envie d'être coaché par Doc Rivers, peut-être qu'il aime bien le froid de Milwaukee, hein, tout ce qu'on veut, ok. Mais pour moi, ça me semble pas automatique en fait. À la fois parce que il y a son petit ego et le petit conflit avec les Suns et il se sent pas bien traité, et à tort ou à raison, on sait pas, mais il y a peut-être ça qui fait qu'il va pas faciliter les choses, premièrement. Et puis deuxièmement, ça me paraît pas à ce point évident qu'il va dire oui, ok, allez, je pars maintenant être la 3e option finalement à Milwaukee. Je pense que la no trade clause, il pourrait la lever pour être, par exemple, pour être la star 1A ou 1B à Miami avec Bam Adebayo, par exemple. Je pense que si on arrive à l'échanger dans une autre équipe déjà compétitive et qui a besoin de création, par exemple, Orlando, par exemple, oui, je pense qu'un cas comme ça, il réfléchit, son agent aussi, ils se disent, bon, t'es beaucoup payé, tu veux beaucoup de ballons, là tu vas un peu pouvoir retrouver beaucoup de ballons, faire des stats et prouver au grand public que, en fait, t'es pas nul, hein, t'es même très bon sur le peu de ballons que t'as. Et que voilà, finalement, tu pourras retrouver ton statut et tout ce qui va avec. Là, oui, dans ces cas-là, pour moi, je suis assez confiant que, ok, une équipe compétitive qui aurait besoin de lui et de lui filer beaucoup de ballons, il pourrait lever assez facilement la no trade clause. Milwaukee, je suis pas sûr. Franchement, Milwaukee, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais souligner, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre le temps de parler d'autres scénarios finalement, parce que même si ça travaille, il y a quand même Bradley Beal, quoi, qui, à lui tout seul, peut tout faire tomber. En plus, j'ai vu que les Suns, apparemment, ça tourne là, les Suns n'ont pas encore parlé à Bradley Beal. Voilà. Alors, c'est peut-être un écran de fumée, c'est peut-être n'importe quoi, ou alors c'est peut-être justement l'agent de Bradley Beal qui dit non, mais arrêtez de vous agiter parce qu'on va dire non. Voilà. Donc c'est possible aussi qu'on ait un cas comme ça. Mais donc la news, c'est que les Suns, là, actuellement, ils travaillent en coulisses. On apprend qu'il y a des trades à plusieurs qui pourraient se faire. Et que finalement, il y a une source qui dit ah non, finalement, les Suns n'ont toujours pas demandé à Bradley Beal s'il était d'accord. Ou s'il il serait enclin à lever sa clause. Donc voilà. Si par exemple, cette news vient du camp de Bradley Beal, c'est pas bon signe. Sachant aussi que ce même camp de Bradley Beal, là encore, écran de fumée ou pas, mais ils ont quand même communiqué publiquement, non, nous on lèvera pas la no trade clause. C'était il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, il y a ça qui peut tout bloquer. Bref, donc avant de... Enfin si, pas avant. Allons-y maintenant, pardon, je commence à me perdre. Pardon, j'ai pas fait de podcast seul depuis un moment. Mais donc, on a eu un trade. On a eu un trade le 22 janvier. Un trade qui a été annoncé par Shams Charania. Et je voulais un peu revenir dessus assez rapidement parce que ça pourrait annoncer certaines choses pour le coup. Donc, nous avons le trade. Qu'est-ce que c'est ? C'est les Suns qui ont échangé leur premier tour de draft 2031. Ils l'ont échangé au Jazz. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que s'ils l'ont échangé contre d'autres premiers tours de draft. Donc, je voulais un peu prendre le temps d'expliquer tout ça parce que c'est hyper intéressant dans le cadre du trade de Butler potentiel, mais pas que, d'ailleurs. Et c'est pas commun de voir juste des échanges de pics. C'est pas commun qu'en plus ça sorte chez Shams Charania comme ça et que ça fasse grand bruit. En général, ces échanges de pics, vous savez, c'est genre, je sais pas, on est au 2e tour de la draft et il y a le 45e pic qui est échangé contre le 52e et le 55e ou ce genre de bêtises. Là, on est vraiment sur un cas significatif. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est très simplement, vous l'avez peut-être déjà compris ou déjà lu, mais en fait, c'est annonciateur, à mon sens, que Phoenix est en train de préparer 2-3 trucs. Et ces 2-3 trucs, ça pourrait être le trade de Butler, mais pas forcément. En tout cas, pas que.
Peut-être on peut le formuler comme ça. Mais évidemment, ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça. Les Suns, après leur trade de justement Bradley Beal, après le trade de Kevin Durant, et après pas mal de trades, bon, Matisse Bia, il a un peu grillé toutes les cartouches des Suns. Il est resté 3 seconds tours de draft, qui les 3 ont été mis dans la balance pour avoir Nick Richards. Donc ça, c'était il y a 10 jours à peine. Hein. Il leur restait des tours de draft du second tour. Ils ont mis ça pour avoir Nick Richards, et tant mieux, hein, parce maintenant ils ont un pivot. Mais voilà, ils ont grillé leur dernière cartouche là-dedans. Et donc, à part ça, il leur restait aussi un tour de draft, le 2031. Voilà, 2031. Donc, c'est quand même dans longtemps. Et donc, ils ont échangé ce pick de manière notable, non protégé, contre 3 premiers tours de draft. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Utah a accepté ? Parce qu'en fait, c'est des tours de draft qui sont de moins bonne qualité. Évidemment. Et donc, bon, on va pas trop détailler non plus, mais grosso modo, pour vous dire, c'est un 2025, un 2027 et un 2029. C'est des swaps ou c'est des... Oui, je crois que c'est des swaps, mais c'est à chaque fois, ce sera le least favorable, pardon, le moins probable, le plus mauvais. En fait, ils auront le plus mauvais des pics entre Cleveland et Minnesota en 2025. Donc, a priori, ça pourrait être le 30e pick cette année, parce que Cleveland, le moins bon, encore une fois, en 2027, entre Cleveland, Minnesota et Utah. Et pareil, Cleveland, Minnesota, Utah en 2029. Bref, à la limite, on s'en fiche exactement. On n'est pas là pour faire de la technicalité de salary cap. C'est assez ennuyeux pour le coup. Mais grosso modo, Utah, c'est des picks qui sont pas bien placés parce que c'est à l'époque des trades de Donovan Mitchell, de Rudy Gobert, etc. Et donc, en fait, le Jazz a dit, OK, Phoenix, toi, tu veux des cartouches en plus. Tu veux faire des trades, donc il te faut, non pas un, mais il t'en faut plusieurs. Donc, on veut bien t'en donner plusieurs, mais par contre, toi, tu me donnes un pick non protégé. Et pour le coup, aujourd'hui, là, je pense que c'est un peu cette notion de Phoenix qui fait un all-in, et dans la théorie, je suis un peu d'accord. Après, il y a aussi cet aspect dont on n'y pense pas trop actuellement, mais 2031, c'est dans longtemps, et non protégé, ça peut coûter cher, en fait. Hein. On s'en rend peut-être pas compte de ce sacrifice pour l'instant, parce que là, on est sur du court terme. On va réfléchir à ce qu'ils vont faire de leur nouveau pick, ok, mais c'est encore un pick non protégé que Phoenix abandonne. Ils en ont déjà abandonné pas mal dans l'histoire avec, c'est le trade de Durant, hein, je crois, ils en ont abandonné 2, 3, 4, je sais plus, des non protégés lointains. Donc voilà, c'est un non protégé. Pour rappeler l'histoire aussi, par exemple, c'est vrai que les picks non protégés avaient un peu disparu en NBA depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui s'appelait Billy King, notamment, mais ça a été un peu le symbole de ça et qui a tout accéléré. Billy King, qui était le GM des Brooklyn Nets à l'époque, et qui, dans le trade pour obtenir... D'ailleurs, c'est avec qui ? C'était avec Danny Ainge, pour le coup, à Boston. Encore, toujours ce même Danny Ainge. Mais non, mais Billy King, à l'époque, il échange, quand il veut avoir Garnett, Paul Pierce et Jason Terry étaient aussi dans cet échange, au passage. Il envoie des pics non protégés, vous connaissez l'histoire, et les pics non protégés, les Nets sont nuls, donc le pic est très haut placé, mais comme tu l'as pas protégé, il est pas pour toi. Et donc ça a donné Tatum et Jaylen Brown. Boston était plutôt content d'avoir des pics non protégés. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que finalement, les Nets, à l'époque où ils font cet échange, il y a le risque, hein, mais ils pensent pas du tout à ça. Ils pensent pas du tout au fait que ça peut être une catastrophe. Et c'est ça qui a aussi fait que ça s'est beaucoup accéléré dans les années 2010. Ensuite, on a quasiment plus jamais vu ça, de pics non protégés échangés. Et en fait, tout le monde protégeait au moins de manière très, très, très légère. Voilà. Au moins, c'était genre, ça pouvait aller protéger loterie, par exemple, mais protéger top 8, protéger top 5, mais même protéger top 3, top 2. Voilà, c'était un peu le truc de base. Et sauf que, notamment, Matisse Bia, quand il est revenu il y a 2 ans, là, il a acheté les Suns, il est arrivé, il a dit non. Tiens, je veux Durant, prends ses pics, non protégés. Et c'est ça qui a un peu relancé le truc, hein, pour le coup. Alors que, comme dit, ça faisait 10 ans que ça avait un peu disparu. Et là, donc, Matisse Bia, qui, encore une fois, pic non protégé, vas-y, prends ça. Et ça peut vraiment être une catastrophe, parce que je pense qu'on sous-estime, et ça, c'est pas moi qui invente, hein, c'est un biais humain, on sous-estime toujours la probabilité que les choses dégénèrent dans le mauvais sens. Voilà, mais vraiment. C'est un biais humain cognitif assez connu. Bon, il y en a plein des biais, mais on va pas s'attarder sur les biais, c'est pas hyper intéressant non plus, en tout cas pas dans ce cadre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, ok, pour l'instant, ils ont Booker et Durant, et d'autres trucs, hein, ils vont peut-être rester bons, etc. On est en 2025.
2031, c'est dans 6 ans. Est-ce que dans 6 ans, Booker sera encore un All-Star All-NBA? Peut-être, peut-être pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Est-ce que en 2011, si on nous avait dit Derrick Rose, il jouera plus qu'une saison, une vraie saison, et puis après c'est fini, on n'y aurait pas cru, quoi. Il peut se passer plein de trucs, quoi. Donc c'est aussi là-dedans que réside le risque. Et puis dans 6 ans, bah finalement, combien d'équipes arrivent à rebondir extrêmement rapidement? Mais il n'y en a pas des tonnes, hein. Il n'y a vraiment pas des tonnes. Alors, finalement, on a l'exemple là, récent de Memphis qui a rebondi assez vite, mais parce qu'ils ont fait jackpot à la draft, et tant mieux, hein, mais ils ont tanké 1 ou 2 ans à peine, et ils ont eu Ja Morant, Jaren Jackson, et c'est reparti quasiment directement. Tant mieux pour eux. On a l'exemple aussi de OKC, mais OKC, c'est ça qui est intéressant, c'est que pourquoi OKC, en à peine 2-3 ans, ils sont passés de équipe nullissime à premier de conf. Ben parce qu'en fait, OKC, ils ont préparé le rebuild, la reconstruction, parlons français. Ils ont complètement préparé ça, et notamment, en fait, ils n'ont pas attendu le dernier moment pour appuyer sur le bouton et pour recommencer. Et ça, c'est souvent l'erreur que font pas mal d'équipes, c'est non, on peut être encore un peu bon, on va pas lâcher l'affaire, on va pas tanker, on va pas... Non, on continue. Et sauf que c'est dans ces cas-là où, ensuite, t'arrives en fin de cycle, les joueurs arrivent en fin de cycle, vieux ou pas bons, et il te reste plus rien, quoi. Alors que c'est vrai qu'au OKC, souvenez-vous, ils font les playoffs en 2020, dans la bulle avec Chris Paul, Gallinari, je crois, etc. Bon, finalement, ils échangent tout directement. C'était une bonne équipe qui a dit non, allez, on tank, et en échangeant des bons joueurs, ils ont pu amasser quelques pics et quelques assets intéressants de suite pour repartir. Donc c'est ce qui a permis aussi de repartir, mais pourquoi je développe un peu sur OKC? Parce que c'est l'anomalie. C'est une des exceptions. Mais il peut totalement y avoir aussi des équipes qui arrivent en fin de cycle et qui ensuite galèrent pendant 2, 3, 5, 10, 15 ans même. Hein. Pardon pour les fans des Pistons, mais les Pistons, ils ont traversé 15 années de galères incroyables. Donc, c'est pas si facile que ça, hein, de rebondir. C'est pas automatique. Donc, mais bon, ça reste assez risqué. Mais ok, on prend ce risque. Matisse Bia, il est en mode all-in. C'est pas grave. Prends le pick. Danny Ainge est un bon négociateur. D'ailleurs, comme dit, c'est lui aussi qui avait eu les picks non protégés Tatum Brown à l'époque. Ok. Et donc de l'autre côté, un autre aspect qui est intéressant pour les Suns. Déjà, ça montre que les Suns vont être actifs, hein, ça on n'en doutait pas, mais maintenant on voit comment est-ce que ça va se faire, c'est que maintenant qu'ils ont des tours de draft, et donc de nouveau des assets, puisqu'ils étaient à sec, ils vont pouvoir rééchanger ces assets, et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que, en plus d'ailleurs, en bonus, ils ont des picks 25, 27 et 29 désormais, des premiers tours, 25, 27 et 29, et c'est extrêmement important aussi, parce qu'il y a la fameuse Stepien Rule. Alors la Stepien Rule, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit d'échanger trop dans le futur, des pics de draft consécutifs. Voilà, il faut que tu peux pas dire j'échange le 27, 28, 29 dans un trade actuellement en 2025. Parce que il faut que tu aies au moins une année sur deux un pic qui t'appartient. Alors, il y a des manières de contourner, et c'est ce qu'a fait Phoenix aussi en faisant des swaps. Donc tu gardes ton pic, mais tu fais un swap, donc un échange. Donc tu n'es pas déplumé d'un pic, mais grosso modo ton pic tu le donnes à l'autre, et toi tu prends le plus mauvais des deux. Bon, il y a des manières de contourner, mais bref, c'est aussi un des avantages de ce move, c'est qu'ils ont désormais des pics 25, 27 et 29 qui vont aussi faciliter les échanges, la possibilité d'échanger certains pics, donc ça c'est aussi à garder en tête. Mais voilà, le principal, c'est de voir que on a des Suns qui doivent améliorer l'équipe et qui, désormais, ont les cartouches pour le faire. Pas des top cartouches, on est d'accord, mais au moins, ils ont quelque chose. Alors peut-être qu'à long terme, ça leur coûtera, peut-être qu'ils vont... ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que, je sais pas moi, en 2028, ils vont échanger Devin Booker encore au top de sa forme, ou pas loin, et refaire un peu un stock d'assets, et puis même récupérer des pics, ou ce genre de choses, donc peut-être que 2031, ça ira. Enfin, voilà, il y a plein de scénarios possibles, peut-être que ça coûtera à long terme, donc, mais au moins, sur du court terme, du très court terme, ils ont de quoi faire, pourquoi pas, le trade de Butler, désormais. Hein, question de Bradley Beal mis à part et sa no trade clause, mais au moins maintenant ils ont des pics à échanger, donc que ce soit pour Miami ou que ce soit pour d'autres équipes, hein, si c'est un trade à plusieurs équipes. Donc maintenant il y a des cartouches pour Bradley Beal, mais je pense qu'il y a aussi des cartouches désormais pour Nurkic. Parce que le problème de Nurkic, on voit tous que cette année ça marche pas. Voilà, autant l'an dernier c'était pas mal en termes de jeu de main à main, en termes d'organiser l'attaque autour de lui un peu, même si c'était cata en défense, mais cette année ça marche pas. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas l'échanger? Et pourquoi c'est un problème? C'est qu'il est payé beaucoup, 19 ou 20 millions je crois, et que tu peux pas t'en débarrasser. Parce que, là encore,
précision. Phoenix étant dans le second apron, donc ils ont dépassé la limite du budget salarial commun. Ils l'ont dépassé une première fois, première limite, et deuxième limite, ça veut dire qu'ils l'ont beaucoup dépassé. Il y a des restrictions, et donc notamment, tu ne peux pas échanger, tu peux pas mettre plusieurs joueurs dans un package ensemble pour faire un trade. Bon, il y aura une nuance, on va développer tout à l'heure avec Milwaukee, mais grosso modo, tu peux pas faire ça. Donc par exemple, le fait est que, on pourrait se dire, n'importe quelle équipe, dans l'ancien salary cap, bon, Ben Nurkic est nul, tu vas le salary dump, tu vas le donner dans une mauvaise équipe, voilà, prenez le contrat, et comme ça, vous vous en débarrassez, mais pour ce faire, pourquoi est-ce qu'une mauvaise équipe de type Washington ou une équipe comme ça accepterait ça? En général, on accepte d'encaisser les contrats parce que avec il y a soit un jeune ou deux, soit avec il y a un tour de draft. Or, les tours de draft, on a dit, Phoenix n'en avait pas, donc ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas salary dump Nurkic. Et de l'autre côté, ils ne pouvaient même pas non plus attacher un jeune joueur à Nurkic. On ne pouvait même pas salary dump Nurkic en disant tiens, alors je dis n'importe quoi, hein, mais tiens, prends Ryan Dunn ou prends Oso Ogodaro, et puis comme ça le package est un peu plus attirant pour une équipe en reconstruction, et qui tout simplement pour qu'elle accepte de prendre le contrat de Nurkic. Donc voilà, là maintenant, il y a toujours un peu la problématique de tu pourras a priori pas trop mettre Nurkic avec un jeune dans un package, mais au moins tu pourras dire tiens, prenez le pick 2025 qui sera le 30e pick. Bon, mais c'est pas génial, mais ça peut convaincre quelqu'un éventuellement de le salary dump. Et ça pourrait même avoir quelqu'un en retour, pourquoi pas. Mais voilà, il y a cette possibilité, c'est que les picks acquis désormais sont un très bon indicateur que Phoenix va être actif. Après, on sait pas sur quoi. Ça pourrait être Bradley Beal, ça pourrait être Nurkic, ça pourrait être les deux. On ne sait pas. Les Suns vont être actifs, et donc on en arrive à la toute dernière news que j'avais pas prévu d'en parler, mais ça vient de tomber actuellement. Et puisqu'on est un peu dans ce côté le trade le plus réaliste, essayons de le décrire. C'est vrai que on a eu des rumeurs. Alors Memphis intéressé par Butler, pourquoi pas Milwaukee? Et ça on le sait parce que justement Butler a dit non, mais enfin il a pas dit directement, il est pas allé dans les médias, vous avez compris. Mais Butler avait dit à Memphis et Milwaukee non, mais faites pas un trade pour moi. Donc ok. Mais en fait, ce qui pourrait se passer de manière réaliste, c'est un trade à plusieurs équipes. Quel serait un peu l'intérêt? C'est qu'un trade sec, plus ou moins sec, Bradley Beal contre Butler, ça pourrait passer, si Miami dégraisse un peu de l'autre côté. Ou alors, je crois que ça pourrait être genre Butler qui a 48 plus genre Alec Burks. Voilà. T'échanges ça contre les 50 de Bradley Beal et ça passe, ou alors tu peux même dumper Alec Burks dans une équipe mauvaise contre rien du tout, enfin voilà, juste ou avec du cash, je sais pas, mais bref, un échange, je sais que ça pourrait passer, mais de toute évidence, et ça a l'air d'être un peu le cas, Miami n'est pas intéressé par Bradley Beal. Autant ils ont longtemps été intéressés par Bradley Beal il y a quelques années, pourquoi pas même pour le combiner, pour le mettre à côté de Butler. Là, en tant que mec à 50 millions l'année, qui sort de mauvaise saison, qui d'ailleurs est plus tout jeune, draft 2012, donc s'il avait 20 ans en 2012 à peu près, il doit être sur 33, si je sais faire des maths, à peu près, donc 32-33. Voilà, on peut aussi comprendre que Miami est peut-être un peu moins intéressé, donc finalement cette option du trade sec n'est pas possible. Bon. L'autre possibilité, ce serait un échange, donc pour Phoenix, pour Butler à Phoenix, je parle de ça, un échange à plusieurs, donc on pourrait avoir une troisième ou une quatrième équipe pour qu'il y ait un peu une rotation de joueurs. Non pas Bradley Beal à Miami, mais Bradley Beal ailleurs, Butler qui lui partirait à Phoenix, et donc quelqu'un de la troisième équipe qui partirait à Miami. Bon, déjà, ce quelqu'un, il faudrait qu'il soit intéressant, premièrement, et il faudrait aussi que une équipe accepte ou ait besoin d'avoir Bradley Beal. On a parlé des Bucks, et je pense que les Bucks sont un cas hyper intéressant, mais tout ce que j'ai déjà dit un peu sur Butler tout à l'heure, c'est un peu pareil pour Bradley Beal. Oui, c'est sympa d'avoir un Bradley Beal, mais il est quand même payé beaucoup, donc si tu veux l'avoir, a priori, il faut être une bonne équipe. Ou alors, non, c'est pas parce qu'il a déjà joué à Washington, mais je veux dire, une équipe comme Washington qui reconstruit, quel est l'intérêt d'avoir un Bradley Beal à ce niveau-là, quoi? Une équipe comme Portland, il n'y a pas non plus grand intérêt, donc il y aurait des équipes qui pourraient être intéressées techniquement, mais concrètement, et dans la réalité des faits, ce serait plutôt des équipes plus ou moins compétitives intéressées par Bradley Beal. Donc là encore, ça réduit un peu le pool d'équipes potentielles dans ce trade. Et pourquoi je parle de ça, c'est que, en fait, vu qu'on parle de gros contrats, il n'a pas tant que ça, des gros contrats.
actuellement en NBA qui sont un peu sur la sellette. Il n'y en a pas trop des gros contrats. Donc, on parle notamment, bon, il y a Butler à Miami, il y a Bradley Beal à Phoenix. Après, on a aussi Zach LaVine, qui est à plus de 40 millions, qui est à Chicago. Donc, pour moi, je pense que Chicago est réalistiquement une option. Ça se dit réalistiquement ou c'est anglais? Pardon, je raconte n'importe quoi. Je crois que ça se dit pas en français, mais de manière réaliste, Chicago pourrait être impliqué là-dedans, à mon avis. On a aussi, alors vous allez rire, mais en tant qu'équipe à dumper, etc., il y a aussi le contrat de Ben Simmons. Donc c'est possible qu'on ait d'une manière ou d'une autre Ben Simmons. Alors peut-être pas Ben Simmons qui va à Miami, peut-être pas Ben Simmons qui va à Phoenix, mais par exemple, si on a et Chicago et Brooklyn, pourquoi pas faire un échange à plusieurs, donc, et Ben Simmons se retrouve à Chicago, on s'en fiche, on fait du tanking, et puis c'est une fin de contrat, et puis ensuite on le buy-out ou n'importe quoi, mais voilà, en termes d'équilibre des salaires, il y aurait un Ben Simmons, et il y aurait aussi une équipe de Brooklyn qui a pas un salarié cap énorme, et donc qui pourrait totalement encaisser un gros contrat en retour aussi, ou voilà, pour jouer un peu l'entremetteur, grosso modo. On parle aussi, et il y aurait également du Toronto qui n'a pas d'énormes contrats, en tout cas qui n'a pas un énorme contrat, mais qui a plusieurs joueurs intéressants, pour le coup. Et là, je pense notamment à un mec comme Bruce Brown, qui est payé 20 millions. Je pense à un mec comme Jakob Poeltl, qui est payé 20 millions également. Je pense à du Kelly Olynyk, qui est payé 13 millions et qu'on a un peu oublié, mais qui a fait une top saison l'an passé, une top début de saison, top demi-saison, pardon, à Utah, et qui pourrait aider un contender. Donc, je pense que Toronto, il y a de quoi faire en termes de salaire, si eux aussi veulent jouer un peu les entremetteurs, à encaisser un gros salaire, à prendre un pic, à envoyer un tel ou un tel, par exemple, je sais pas, un Bruce Brown à Miami, ça collerait bien. Mais voilà, ça peut se fabriquer ce genre de choses. Et puis, est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, bon alors, on nous parle aussi là dans le dernier news, on nous parle de pourquoi pas des équipes comme Hornets, Pistons, Wizards, mais vraiment dans le rôle de facilitateur, plutôt vraiment dans ce rôle-là d'entremetteur qui encaisse des contrats et qui en envoie deux, trois petits. Mais non, celui qui reste, donc, ce sont les Bucks. Et donc, le cas des Bucks, c'est assez intéressant. Pour plusieurs raisons. On a un aspect où, sportivement, vous le savez, c'est assez irrégulier. Un aspect où le potentiel de Giannis plus Lillard n'a jamais vraiment été exploité comme on aurait voulu. Alors, paradoxalement, on s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a un an, avec Adrian Griffin, en fait, l'attaque, elle carburait. Hein, pour le coup, elle était top 5 ou pas loin. Alors que là, ils sont milieu de tableau, finalement, et en attaque et en défense. Mais voilà, il y a cet aspect aussi de l'âge avec Lillard et avec Giannis un peu moins. Mais Giannis, il y a un peu l'urgence de sa free agency, faut pas qu'il soit mécontent. Mais voilà, il y a un peu l'aspect de l'âge. Et donc Milwaukee se positionne un peu en mode, bon, on est irrégulier, mais pourquoi pas avoir un Bradley Beal qui pourrait être utile, d'autant plus que, autre point, vous le savez, Middleton, qui était une des stars de cette équipe, ça commence à être très compliqué. Et parce que l'âge et parce que blessure, mais en effet, le shotmaking, le shooting pur est toujours là. Mais ça bouge plus beaucoup, même ça bouge plus du tout en défense, donc c'est un problème, à la fois on-ball, mais surtout off-ball. Même en attaque, le passing est là, le shoot est là, mais ça bouge plus trop non plus. Et Middleton est payé 36 millions. Ok, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'échange à plusieurs, c'est que les Bucks, à eux seuls, a priori, ne peuvent pas atteindre les 50 millions ou 48 de Butler avec Middleton. Et puis de toute façon, Miami ne serait pas intéressé. Donc, là encore, l'intérêt d'avoir des facilitateurs à la Brooklyn, à la Charlotte, pour encaisser Middleton, par exemple, je pense que ça pourrait se finir comme ça. Donc, il y a ceci. Milwaukee, irrégulier, on pourrait avoir Butler, ça pourrait être cool. Et c'est vrai que de l'autre côté, la spécificité de Milwaukee, c'est que c'est une équipe dans le second apron également. Donc, eux aussi ont une masse salariale bien au-delà de la masse salariale autorisée. Donc, grosso modo, il y a des punitions en mode on ne peut pas échanger plusieurs joueurs dans un même package. Sauf que, et c'est là qu'on vient à la nuance que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais je vous avais dit que j'allais en parler, en fait, cette règle, je trouve ça un peu débile, moi, personnellement, mais cette règle de ne pas pouvoir échanger plusieurs joueurs en même temps, de ne pas pouvoir agréger plusieurs joueurs dans un même package, comme ils disent, et bien en fait, cette règle, elle peut sauter, elle pourrait totalement sauter, cette règle, si en fait, tu échanges plusieurs joueurs dans un même package, mais ce faisant, tu retournes en dessous du second apron. Donc en fait, tu sors du second apron, grosso modo, pour essayer de le dire plus simplement, t'as pas le droit, tant que t'es au-dessus de la limite, la deuxième limite autorisée, la limite la plus haute, t'as pas le droit de mettre plusieurs joueurs dans un package, sauf si, ce faisant,
tu dégraisses au max, voilà, parlons très simple, tu dégraisses beaucoup, au point de revenir sous la limite. Voilà, donc en fait, Milwaukee, soit ils ne peuvent mettre qu'un joueur et faire des petits trades comme ça, petits entre guillemets, parce qu'on parle quand même parfois de gros contrats, genre 36 millions pour Middleton, soit sinon, si Milwaukee veut être impliqué dans cet échange de Butler ou Bradley Beal ou n'importe, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire eux-mêmes en envoyant plusieurs contrats dans un échange. Alors, pas qu'une équipe, hein, mais plusieurs contrats ensemble. Et pendant le même trade, se débarrasser de plusieurs joueurs. Ils peuvent, mais ça veut dire et ça implique qu'il va falloir sévèrement dégraisser. Et donc, c'est là où, en fait, il va falloir envoyer plus que, par exemple, si eux, ils veulent Bradley Beal qui est à 50, ils peuvent pas dégraisser que 50. C'est un peu l'idée. Sauf que, et c'est là où on arrive, là encore, hein, j'essaie de simplifier au maximum, mais vous allez voir là où c'est ironique, c'est que un échange à 3, Milwaukee, Phoenix et Miami, on parle de 3 équipes qui sont quasiment toutes dans le second apron. Donc Phoenix l'est, Milwaukee l'est, et Miami l'est ou l'est presque. J'arrive pas à trouver exactement l'info là ce matin, mais je crois qu'ils sont pas loin. Ils sont à 185 millions de roster de masse salariale. Mais bref, ils sont pas loin du tout. Donc voilà, le problème c'est que si tu veux faire un échange avec ces 3-là, c'est pas possible. Parce que mécaniquement, Milwaukee, ou alors il faut que Milwaukee mette Lillard dans l'échange, mais ça c'est pas possible. Donc si Milwaukee veut être impliqué là-dedans, dans des échanges où on parle de mecs à 48 ou 50 millions, ils sont obligés de mettre plus que Middleton. Il faut Middleton plus autre chose. Or, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont second apron, mais ils peuvent le faire s'ils dégraissent beaucoup, mais sauf qu'ils peuvent pas dégraisser beaucoup à Phoenix ou à Miami. Parce que ces équipes n'ont pas le salaire pour encaisser le dégraissage, pour encaisser plus qu'eux-mêmes n'envoient. Donc c'est un peu tout le paradoxe, et donc c'est là que des équipes un peu nulles, des équipes de facilitateurs vont pouvoir être intégrées, parce que voilà, Milwaukee, ça passe par dégraisser, mais ça peut pas dégraisser ni à Miami ni à Phoenix. Vous avez compris. Et donc, on parlerait côté Milwaukee de Middleton serait un peu le truc, la pièce centrale. D'ailleurs, non, pardon, j'ai dit 36, non, c'est 32 millions. 32 millions sur 2 ans encore. Plus, donc, on aurait aussi du Bobby Portis, qui, à mon avis, peut dégager à 12 millions, quasiment 13 l'année. Plus du Pat Connaughton qui est un peu moins de 10 millions aussi. Je pense que tout ça va arriver à se combiner. Je pense pas qu'il y ait besoin ou qu'il y ait forcément envie de se débarrasser de Brook Lopez, qui est en fin de contrat, qui est à 23 millions, mais ça vaut largement le coup de le garder plus que de l'échanger. Donc à mon avis, je suis pas sûr que Brook Lopez soit là-dedans. Mais voilà, il faut arriver à combiner plein de salaires et à expulser plein de salaires. Donc Middleton, Bobby Portis, Pat Connaughton, pas tous au même endroit, hein, comme dit, pas forcément. Mais on a aussi pourquoi pas des jeunes. On sait que Marjon Beauchamp joue pas trop et qu'il est encore relativement jeune, on va dire, donc ça peut aussi intéresser une équipe, n'importe laquelle, pour convaincre de faire le trade. On a aussi AJ Johnson, même surtout, qui est un rookie de 30 ans, pardon, de 20 ans, rookie de 20 ans de cette année là, de 2024, qui est assez intéressant, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Et de l'autre côté, voilà, le problème de Milwaukee, c'est aussi finalement les choix de draft. Hein. Pareil, la Stepien Rule, ils ont aussi beaucoup échangé pour avoir du Lillard, à l'époque même du jour Holiday. Je crois que c'est même pas encore fini le trade de Holiday, quoique petit, si peut-être. Non, Pelicans, ils ont les droits de swapper le 2026. Donc voilà, c'est pas encore fini le trade de jour Holiday. Mais voilà, c'est vrai que les Bucks sont un peu à la rue niveau A7. Donc à la limite, Butler, je suis pas sûr qu'ils arrivent à convaincre Miami, parce qu'ils n'ont pas assez de capacité d'attirer et de convaincre peut-être dans un trade, alors que c'est vrai que si Phoenix, eux, ils veulent absolument se débarrasser de Bradley Beal, il n'y a pas tant d'endroits que ça à faire, et puis voilà, les Suns ne sont pas en position de force. C'est eux qui veulent Butler, donc pour ça, il faut se débarrasser de Bradley Beal, donc peut-être qu'il y a un aspect où les Bucks, qui ont moins d'assets, peuvent aussi plutôt convaincre un Bradley Beal, enfin un Phoenix qu'un Miami. Donc voilà un peu l'idée de ce à quoi pourrait ressembler le trade d'ici un jour, d'ici ce soir, d'ici 2 jours, je ne sais pas. Ça pourrait être ça. Après, comme dit, il faudrait que Bradley Beal lève sa no trade clause. Et peut-être qu'ils font de l'esbrouf actuellement, peut-être pas. Peut-être pas, et encore une fois, ça me paraît pas évident que Bradley Beal va forcément dire oui pour passer de 3e option critiquée, qui a blâmé pour tout, enfin qui a été blâmé pour tout et qui continue d'être blâmé pour tout, tiens, et si j'acceptais d'être de nouveau la 3e option qui va être blâmée parce que de nouveau, oui, je suis quand même significativement moins fort que Giannis et que Lillard, donc forcément s'il y a un mec qui va prendre, ça va être moi. Les mêmes problématiques de payer 50 millions l'année alors que j'ai un volume de responsabilité de comme si j'étais payé 20 millions l'année, donc ça passe pas niveau construction de l'effectif, etc.
Ça me paraît pas évident, mais voilà un peu le trade par rapport à Butler qui irait à Phoenix. Ça pourrait fonctionner comme ceci, avec pourquoi pas donc du Milwaukee qui pourrait s'insérer pour prendre Bradley Beal. J'en ai pas trop parlé aussi, mais il y a une autre option, c'est vrai, et on peut en dire deux mots. C'est l'option Chicago. Chicago qui dans l'histoire pourrait s'insérer par rapport au contrat de justement Zach LaVine qui est à 40 alors attendez, je vais voir, 42 millions l'année, non 43 millions l'année sur encore 3 ans, ou plutôt 2 ans et demi, ok. Mais voilà, c'est vrai que Zach LaVine, ça peut aussi, les Bulls peuvent être un autre partenaire assez un peu plus intéressant. D'ailleurs, je sais pas vous, mais c'est vrai que si je suis Miami et que je fais le trade, alors déjà je suis pas obligé, mais je préfère faire un trade pour Zach LaVine que pour Middleton, à mon avis. Enfin, moi, ce n'est que moi, mais dans un échange de ce type, je préfère que Middleton et Bobby Portis, hop, vous cassez, partez à Chicago, voilà, vous serez coupé à Chicago, ou alors vous finirez votre contrat à Chicago, et par contre, moi, je récupère Zach LaVine. En tout cas, moi, dans la position de Miami, je préfère ça. Je préfère un Zach LaVine qui a 29 ans, qui est pas un créateur majeur NBA, mais qui a un peu de création et qui surtout peut être un excellent role-player, lieutenant. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas la star à Miami encore. Mais voilà, je préfère un Zach LaVine qu'en plus, potentiellement, tu peux rééchanger par la suite. Ou voilà, je préfère Zach LaVine que Middleton. Donc voilà, il y a un peu l'option Chicago, mine de rien. Je ne vais pas trop développer non plus, hein, pour le coup, mais ça reste une vraie option. Côté Raptors, on a déjà évoqué des noms, mais c'est vrai que si je suis Miami, pourquoi pas aller chercher un Bruce Brown, même s'il est en fin de contrat. Donc c'est pas idéal non plus, quoi. En gros, c'est comme si tu perdais quelqu'un prochainement à la free agency, mais il n'y a pas non plus forcément besoin d'un Jakob Poeltl qui a 20 millions. C'est là où c'est dommage pour Miami, c'est qu'il y a du Bam Adebayo et du Kelly Ware même qui commence un peu à émerger. On a vu les Twin Towers qui sont enfin mis ensemble sur le terrain. C'est vrai que ça, on n'en a pas trop discuté. Aujourd'hui, on a discuté technicalité, on a discuté qu'est-ce que peut faire Phoenix, qu'est-ce que peut faire Milwaukee, qu'est-ce que Bradley Beal, Butler, etc. Mais finalement, dans tout ça, que peut avoir Miami? Est-ce que Miami préfère avoir justement des contrats finissants pour être en mode on aura du cap space l'été prochain? C'est possible, mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils en aient tant que ça du cap space parce que bon bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas comme s'ils auraient 50 millions de cap space dispo pour signer quelqu'un. En échangeant Butler, je veux dire, qui est à 48, c'est pas comme s'ils auront l'été prochain 48. Je crois pas en tout cas. Mais donc il y a ça, soit est-ce qu'on est en mode peut-être que Miami préférait avoir des jeunes, pourquoi pas, des jeunes, alors pas forcément des très très jeunes, hein, mais plutôt un projet jeune de type, voilà, des jeunes type Emmanuel Quickley. Alors, pas Quickley pour de vrai, mais un peu ce genre de jeunes, quoi. 23, 24, 25 ans, déjà un peu établi en NBA, mais prometteur. Est-ce que Miami veut donc avoir un peu ce projet-là? Est-ce que eux, non, au contraire, ils veulent que des assets futurs et pas des jeunes, mais genre récupérer des choix de draft? Ça paraît aussi un peu compliqué parce que voilà, il est aussi quasiment en free agency l'été prochain, ouais, Butler. Donc t'as pas non plus un si grand que ça pouvoir de décision. Je pense que si c'est juste pour avoir un pick de draft, peut-être que Miami ne les changera pas et ira jusqu'au bout, quitte à perdre un tour de draft, je ne sais pas. Il y a aussi l'option de, on a Bam, on a Tyler Hero, on a des mecs intéressants, essayons d'avoir quelqu'un d'intéressant en retour aussi. Mais le problème, c'est que je vois pas qui. Et je peux comprendre que je peux comprendre qu'ils ne soient pas forcément intéressés par Bradley Beal. Mais en l'occurrence, si tu veux rester compétitif, c'est peut-être la meilleure option qui existe sur le marché actuellement. On parle de mecs disponibles, hein, évidemment, mais c'est vrai que pour le coup, si Miami veut pas partir en mode reconstruction ou un peu plus jeune et perdre un peu de temps, l'option, ce serait Bradley Beal. Mais de toute évidence, ils n'ont pas l'air de trop vouloir Bradley Beal en échange sec. Sinon, ça simplifierait la vie de tout le monde. On fait Butler et Alec Burks contre Bradley Beal et c'est fini. Et peut-être même que Bradley Beal accepterait une trade clause pour être la star offensive à Miami. Il accepterait de ce trade-là, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, le problème, c'est quelles sont les autres options pour le hit. Zach LaVine, c'est sympathique, mais est-ce que ça te permet de nouveau être top 5, top 6, conférence Est? Je ne suis pas convaincu. Je pense pas. Tu as l'option, Middleton, je pense pas. Tu as l'option jeune, mais qui, comme dit, te fait pas être compétitif. Donc, en fait, en l'état, je ne vois pas
quelles pourraient être les options si tu ne veux pas Bradley Beal? Quelles pourraient être les options de on veut un gros joueur contre Butler parce qu'on veut pas trop perdre sportivement. Là, je scanne un peu, hein, je scanne un peu, mais je vois pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi toujours la possibilité avec Miami de on encaisse le salaire, on a des salaires, et on est prêt, on est à l'affût pour un jour faire le trade, le move. Par exemple, hein, on peut le redire, mais pour moi, le trade de Terry Rozier, c'est pas sportif, pas tant que ça. C'était aussi le fait que Kyle Lowry arrivait en fin de contrat, et donc plutôt que de perdre Kyle Lowry contre rien, et donc de perdre un mec qui a 30 millions dans le cap space, enfin dans le budget salarial, ben on l'a échangé contre un mec qui était sous contrat pour encore une année de plus. Voilà, Terry Rozier, une ou deux, je sais plus d'ailleurs, je vérifie ça, non encore, qui était sous contrat pour plus d'années, pour 2 années de plus. Et donc, bah oui, le mec est moins bon, mais Kyle Lowry de toute façon était vieux, il serait parti, et puis voilà. Et là, tu te retrouves, t'es pas sur la paille, quoi. T'as toujours un contrat de Terry Rozier qui est à 25 millions l'année, et que si un jour faut ajouter des salaires pour aller chercher une star, bah t'as Terry Rozier, qui a peut-être pas l'attrait sportif, mais au moins, tu as une cartouche. Voilà, en termes de trade, ça marche comme ça, il faut un équilibre des salaires. Et donc, Terry Rozier, à mon avis, la fonction, l'utilité de ce trade, elle a été pour ça, c'était financier. Et voilà, on a Terry Rozier, on a Tyler Herro qui, lui, a bien la cote cette année en plus, qui est à 30 millions l'année. On a aussi Duncan Robinson qui est à 20 millions, même si moi je l'adore, mais c'est aussi une cartouche. Par exemple, hein, 25 millions de Terry Rozier plus Duncan Robinson, tu mets ça avec des assets attrayants, reste à savoir lesquels, mais tu peux aller chercher un gros contrat, éventuellement. Tu peux aller chercher un mec à 40, 45, 50 millions avec ce genre de package. Voilà, c'est l'utilité d'avoir des contrats. Et je pense qu'il y a cette option avec Miami de bon, on trouve pas un mec qui sportivement va compenser Butler, ne serait-ce qu'un peu, mais au moins, on échange Butler contre un contrat, et un contrat un peu plus long. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on reste à l'affût. Et c'est un point important, on peut finir là-dessus, c'est qu'en NBA, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vraiment, jamais. Et je dis ça dans le sens où on ne sait jamais qui va être la prochaine star sur le marché. Ça fait quand même quelques années qu'on se dit, bon, voilà, il y a telle occasion, il ne faut pas la louper parce que ça va être un peu la seule ou quoi. Et en fait, on se rend compte que tous les ans, il y a un gros joueur ou deux qui sont sur le marché, disponibles et qui sont une opportunité à prendre, en fait. Donc, il y a un peu cet aspect-là, je pense, avec Miami, qui a envie de rester à l'affût en mode, par exemple, hein, on prend Zach LaVine, ok, ben, on le prend parce qu'il a un contrat plus long. Donc d'ici que dans 6 mois, dans un an et demi, il y a un gros mec qui arrive sur le marché, je dis n'importe quoi, mais Stephen Curry, par exemple, ou un mec comme ça. On sait jamais, en fait, hein, on sait jamais. Ou à l'époque, ça avait été Kyrie, qui était sorti un peu nulle part, James Harden, ou Kevin Durant aussi, c'était un peu surprenant au moment où il était allé sur le marché. Lillard, c'est un peu tombé du jour au lendemain, après X années à dire non, je veux pas partir, hop, d'un coup, il est disponible. Rudy Gobert, on s'y attendait pas. Mitchell, on s'y attendait pas forcément d'un coup, et pourtant il a été dispo, et quelqu'un est allé le chercher, etc., à l'infini. La NBA, c'est ça. La NBA, c'est ça, c'est des stars disponibles assez régulièrement, pas tout le temps, hein, mais relativement régulièrement, il y a des stars. Et le problème, c'est que si t'as pas les salaires pour faire l'échange, bah t'es un peu banané, quoi. Il y a des équipes un peu comme ça. Je pense notamment à OKC. Alors OKC, ça va un peu mieux maintenant qu'il y a Hartenstein et ses 30 millions qui sont échangeables. Mais c'est vrai qu'au OKC, on aurait tous voulu, par exemple, l'an dernier ou il y a 2 ans, qu'ils fassent un gros trade, qu'ils aillent chercher un gros joueur, sauf que, concrètement, au niveau salarial, ils n'avaient pas les cartouches. Ils avaient SGA, pas échangeable. Ensuite, ils avaient que des jeunes qui étaient des petits contrats rookies, donc à empiler, tu peux pas aller chercher une star avec ça. Et ensuite, il y avait que Lou Dort. Lou Dort qui était à 16 millions l'année, je crois, et qui pendant longtemps a été un peu la seule cartouche, mais qui n'était pas une cartouche assez grosse. Alors que là, il y a ce truc, je pense, bon, financièrement, de toute façon, on n'aura pas de cap space énorme, même si on laisse partir tel ou tel joueur. Donc, essayons d'avoir des cartouches pour le jour où il y a un trade à faire. On a au moins de quoi équilibrer le salaire. On n'aura peut-être pas de quoi convaincre en termes d'assets de lâcher le joueur, peut-être pas, mais au moins le trade est faisable, contrairement à d'autres équipes qui n'ont pas les contrats à échanger, et donc le trade n'est tout simplement même pas faisable. Et c'est vrai que ça peut arriver. On surveille un peu Golden State, hein, pour le coup, on surveille ça. On peut aussi surveiller un peu en un sens Minnesota, par exemple. On peut aussi surveiller, je sais pas, hein, mais par exemple les Lakers. Bon, LeBron, on a bien compris que c'était fini bientôt. Davis, il est pas si vieux que ça. J'énumère des trucs,
Mais voilà, il y a des aspects comme ça. Quid des Sixers aussi, j'en sais rien. Quid que je regarde un peu qui est-ce qu'on a un peu là-dedans. Les Bucks aussi, finalement. Il y a ça. Parce que c'est bien gentil, mais par exemple, si Miami fait l'échange pour Bradley Beal ou un mec comme ça, et qu'en fait, d'ici 18 mois, Giannis est dispo. En fait, il y a des fois, tu es content d'avoir laissé passer une opportunité pour avoir les cartouches pour en faire une meilleure ailleurs, quoi. Donc, par exemple, pour moi, Giannis, ça paraît pas impensable que enfin, je serais pas choqué si vous venez du futur et que vous me dites, finalement, dans 18 mois, Giannis demande son transfert. Et là, il faut être prêt. Et finissons pour de vrai cette fois, finissons là-dessus. Je peux entendre aussi les fans de Miami qui disent t'es gentil, mais tout ça, on le connaît, et justement, Pat Riley, il l'a pas fait. Et on était en position de faire ça, et Pat Riley ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y avait Durant à l'époque, moi je pensais qu'il finirait à Miami, ça leur est passé sous le nez, parce que, en l'occurrence, parce qu'il y a un mec qui est arrivé un peu en mode Osef, et qui a balancé des tours de draft non protégés. Bon, Miami pouvait pas trop être en concurrence, mais en tout cas, dans les faits, c'est un joueur qui a échappé à Miami, et je pense que, voilà, Butler attendait ça, il n'y a pas eu. Et puis il y a aussi le cas de Lillard. Lillard, pour parler que des exemples récents, mais c'est vrai que Lillard, c'est pareil. Lillard, ça leur est passé sous le nez, alors qu'on s'attendait à ce que ça se fasse, etc. Et finalement, c'est pas eux qui l'ont eu. Là encore, quelles que soient les raisons, on peut dire que Joe Cronin à Portland voulait un peu se venger et voulait pas l'envoyer à Miami, blablabla. Quelle que soit la raison. On a aussi cet aspect, et les fans de Miami me disent ça, et à mon avis, il y a un aspect qui est vrai, finalement, ok, la théorie de on se tient prêt financièrement avec tel ou tel contrat pour au cas où il y a un gros joueur, on peut empiler tout ça et avoir un gros mec, c'est possible, ok, c'est la théorie, mais dans la pratique, Pat Riley, ça fait des années qu'il le fait pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai pas grand chose à répondre, à part le fait que, en effet, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais c'était un peu pareil à Boston, Boston, pendant des années, on a dit, alors c'était quoi, c'est 2017, il y avait du Butler qui est devenu disponible sur le marché, il n'est pas allé le chercher, il y avait du Paul George qui était disponible sur le marché, Danny Ainge à Boston n'est pas allé le chercher, plusieurs opportunités comme ça, donc il y avait un peu ce pattern, ce schéma, pardon, cette récurrence de Danny Ainge ne va pas chercher des mecs, jusqu'au jour où il allait chercher Kyrie. Voilà, il a fait le coup pour Kyrie. Et moi, je reste intimement convaincu qu'il voulait aussi faire Anthony Davis, mais sauf que, merci Rich Paul, merci LeBron, ingérence totale dans ce dossier-là, avec un agent qui desservait un agent qui a communiqué que Davis ne signerait pas à Boston, mais parce que l'agent n'était pas totalement au service de Davis. Enfin, il était au service de son client. Mais peut-être que son client c'était LeBron James, c'était pas totalement que Anthony Davis en tout cas, mais bref. Voilà, je pense que Boston, il y a un moment, ils faisaient pas les trades, ou d'un moment, ils l'ont fait. Donc Kyrie, et je pense que Davis, ça allait se faire, quoi, pour le coup. Bon, mettons ça de côté, mais ce que je veux dire, c'est que Pat Riley, le fait qu'il ne l'ait pas encore fait, ça veut pas dire qu'il va jamais arriver à le faire. Je pense que c'est toujours un peu plus complexe que ce qu'on ne pense. Donc voilà, moi je serais peut-être un peu plus tempéré que les fans de Miami, mais peut-être parce que justement je ne suis pas fan de Miami, donc je n'ai pas cette frustration accumulée que eux ont, et que voilà, je peux les comprendre. On peut comprendre totalement en mode... punaise, quoi. On a Butler qui nous amène en finale NBA, un peu à lui tout seul, quoi, et que derrière, t'es pas fichu de faire un trade pour renforcer l'équipe. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on serait pas en train de gâcher un peu les belles années de Bam Adebayo aussi? Est-ce qu'on reste pas dans un... Non pas ventre mou, mais on est plutôt outsider que contender. Voilà, il y a toute cette frustration totalement compréhensible de la part des fans de Miami, vis-à-vis aussi de Pat Riley, etc. Bref, arrêtons-nous là. On a parlé un peu de tout. Enfin non, on n'a pas parlé de Houston d'ailleurs. On n'a pas parlé de Houston, mais bon, qui est un cas un peu plus classique. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Houston aimerait bien avoir Butler. Et Butler est du Texas, donc c'est une destination potentielle, ça pourrait être intéressant. Ils ont quelques salaires en plus. Ils ont notamment Fred VanVleet qui a 43 millions l'année, je crois. Donc ça pourrait faciliter un échange, notamment avec Butler. Donc j'ai pas trop parlé de Houston aujourd'hui, ou d'autres pistes comme ça, mais parce qu'elles sont un peu plus classiques. Je voulais surtout parler de ma destination rêvée, Memphis, et je serais curieux de voir si Memphis aura un peu les comment dire ça poliment, le courage de tenter le pari risqué. Ça peut être très risqué, mais ça peut être génial pour le coup. Ma destination secrètement hyper intéressante pour le court terme et du moyen terme, pour continuer et étendre un peu plus ce cycle Kawhi Leonard notamment et James Harden, ce serait les Clippers. J'espère vraiment que les Clippers vont se ramener dans la danse, parce qu'en plus je trouve qu'ils n'ont pas tant que ça de choses à perdre, eux, pour le coup. Alors oui, pardon,
J'ai pas parlé du côté perte d'alchimie collective, d'un groupe et tout. Ouais, c'est un collectif. Est-ce que tu veux casser le groupe? Moi, oui. Mais c'est peut-être que moi, et c'est peut-être moi qui sous-estime cet aspect-là un peu intangible, et je veux bien le croire que je sous-estime cet aspect-là de l'alchimie du groupe et tout, t'as pas envie de trop toucher ça, c'est plein de cols bleus qui fonctionnent ensemble, et que si tu casses ça, ça va casser tout le vestiaire. Je veux bien entendre que je sous-estime ça. Voilà, ok, je l'admets. Mais donc pour moi, ce serait un peu ma destination secrète, rêvée pour Butler, pour le coup, aussi. Une entente entre les deux, à mon avis. Et puis détailler un peu ce trade d'Epic de Phoenix, qui pourra annoncer de grandes choses, à la fois pour aller chercher un 3&D, à la fois pour pour se débarrasser de Nurkic, ou pourquoi pas, juste accumulation de salaire pour monter un trade à 2, 3, 4 équipes, peut-être avec Chicago, peut-être avec Brooklyn, peut-être avec surtout Milwaukee. Est-ce qu'on aura un Bradley Beal à Milwaukee? Est-ce qu'on aura Bradley Beal, Lillard et Giannis à Milwaukee? Est-ce qu'on aura Jimmy Butler qui va prendre 10 shoots par match à Phoenix derrière Devin Booker et Kevin Durant? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura les mêmes débats sur finalement il faut un vrai meneur à côté d'un trio? Il n'y a pas de vrai meneur. Butler, Kevin Durant, Booker. On se garde ça pour l'épisode où en effet il y aura eu le trade pour de vrai, et on discutera des situations sportives. Mais voici pour ce podcast où on a essayé un peu de dépeindre les situations, les scénarios possibles pour le trade de Jimmy Butler. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce podcast, et qui est donc le premier podcast un peu en solo, et premier podcast hors hebdo ou quotidienne qu'on a depuis un moment, hein. Je crois que ça date d'avant le début de saison. Ça devait être un peu tout ce qui est preview, le top 10 des joueurs qui vont devenir stars en 2025. Podcast assez intéressant maintenant, un peu de serrurerie, quand on sait que j'avais pris Jonathan Kuminga notamment. Voilà, ça fait du bien d'être de retour sur des vrais podcasts en dehors de l'hebdo qui est un peu notre rendez-vous, mais voilà, de refaire un peu des podcasts. J'ai pas mal d'idées, j'ai un peu plus de temps, j'espère que je vais arriver à en faire quelques-uns, qu'on va pouvoir re-enchaîner après ce début de saison un peu au ralenti, mais en même temps, parce qu'au début de saison, c'est pas marrant. Pour faire des sujets un peu macro, c'est pas très intéressant, parce qu'il faut attendre que les matchs se passent. On va pas parler de tendance sur 20 matchs, par exemple, c'est pas forcément idéal, quoi, pour le coup, c'est assez pas représentatif. Donc voilà, on prend les podcasts. Je le rappelle, les quotidiennes n'ont pas disparu. Les quotidiennes sont sur Twitch, tous les soirs à 21h30 de la semaine. Et à retrouver non plus sur le flux principal du Basket Lab, qui commençait à être un peu pollué, j'ai entendu vos retours, un peu pollué par trop de flood. C'est à retrouver sur un nouveau flux, un flux spécial, le Basket Lab Live, qui est trouvable sur YouTube et en podcast audio, Spotify, blablabla. Si ça vous intéresse, encore une fois, les liens sont dans la description, d'aller voir ça pour entendre les quotidiennes, un peu en mode chill, hein. Vous vous réveillez le matin, vous avez 1h30 à passer avec nous sur les matchs, on parle un peu tactique, on parle un peu de tout, hein. C'est un peu en mode radio libre aussi. Donc voilà, les quotidiennes sont à retrouver là-bas. Et comme ça nous laisse de la place, ici même, de faire des podcasts, des vrais podcasts. Enfin, des podcasts sur d'autres thèmes, je veux dire, et pas que de l'actu, pas que du flux actu, pas que de la quotidienne. Les vrais podcasts, ça recommence, je l'espère bien, surtout qu'on a pas mal de choses qui vont arriver ces prochains mois en NBA. Bref, voici, et puis la prochaine fois, je ne sais pas, il est possible que la prochaine fois ce soit lundi pour un nouvel hebdo. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'étais pas trop rouillé pour mon retour en podcast solo. Un grand merci pour toutes vos petites étoiles, Spotify, iTunes, etc. J'ai vu qu'il y en avait pas mal actuellement. Donc merci à vous pour votre soutien, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.